Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire des rendez-vous de l'ANR consacré au financement au sein de l'ANR fait par le ministère des Armées et en particulier par l'Agence d'innovation de défense. Je suis Emmanuel Bétrandi, je suis accompagné d'Emmanuel Gardinetti de l'AID et nous allons vous présenter tous ces financements. Donc, pour l'ANR, nous opérons au sein de l'équipe Astrid. Je suis donc responsable d'action scientifique pour cette équipe. Je suis accompagné de Florence Lazec et d'Étienne Sabartès, qui sont chargés de missions scientifiques au sein de mon équipe. Et, comme je vous ai dit, je suis accompagné aujourd'hui d'Emmanuel Gardinetti, chef du département sciences et technologies pour l'Agence d'innovation de défense, qui va m'aider à faire cette présentation. Replaçons d'abord tous ces financements au sein de l'écosystème de l'ANR. Ces financements font partie du plan d'action de l'ANR. Et le plan d'action de l'ANR, c'est en particulier l'appel à projet générique avec ces différents instruments que vous connaissez sans doute, JCJC, PRME, PRC, PRCE, PRCI, qui sont répartis et évalués au sein de 57 comités d'évaluation scientifique, 38 axes de domaine disciplinaire et 19 axes pour des enjeux transversaux. Pour tous ces projets, à l'exception des PRCI, la sélection se fait en 2 temps. L'ANR opère également des appels spécifiques qui sont tournés vers l'Europe et l'international, qu'ils soient bilatéraux, JPI, ERANET, MRSEI, SRSEI, Tremplin ERC, Access ERC, Belmont Forum, etc. D'autres sont centrés sur la stimulation du partenariat avec les entreprises et le transfert des résultats de la recherche publique vers le monde économique ou opérationnel. C'est le cas des Labcom, des chaires industrielles, du programme Carnot, des Astrid, avec Astrid Maturation, Mathilde. D'autres appels, comme les Challenge et Flash, sont annoncés au fil de l'eau sur le site de l'ANR. C'est le cas de Mobilex, par exemple, en 2023, un challenge cofinancé par le ministère des Armées et par l'ANR. Et d'autres appels sont dédiés à la promotion de la culture scientifique, technique et industrielle, la CSTI, pour les fans des acronymes. Donc, une partie de ces appels font partie de la collaboration de l'agence avec des partenaires institutionnels. Ça fait partie des missions de l'agence, développer un réseau de partenaires institutionnels. C'est le cas évidemment pour l'Agence de l'innovation de défense, un partenariat au très long cours initié à l'époque par la DGA en 2006. La Direction générale des relations internationales et de la stratégie a également financé une action il y a 1 an, SHS au sein de l'ANR. Nous collaborons aussi avec le SGDSN, l'OFB et d'autres partenaires institutionnels que je ne vais pas tous lister ici. Ça, c'est la mission de développer un réseau de partenaires institutionnels de l'ANR. On soutient des projets de recherche dans les secteurs d'intérêt de ces partenaires, bien évidemment, et l'ANR opère également des appels pour des partenaires, notamment avec les régions de France, Normandie, Grand Est, Pays de Loire, etc., en particulier par les actions Connect Talents ou chaire industrielle d'excellence Normandie. Donc, nous allons suivre dans ce webinaire le plan suivant. Une présentation évidemment du contexte défense qui sera assurée par Emmanuel Gardinetti pour la recherche et l'innovation. J'enchaînerai avec la présentation des 2 instruments majeurs qui sont Astrid et Astrid Maturation. Je présenterai en dernier point d'autres outils pour la recherche et l'innovation de défense. Et nous regrouperons les questions-réponses en fin de webinaire pour permettre la fluidité de notre propos. Évidemment, les questions seront listées par mes collègues qui sont hors champ. Voilà, je te laisse la parole, Emmanuel. Donc, l'Agence d'innovation de défense, en fait, c'est un service du ministère des Armées à compétence nationale qui a été créé en 2018, pardon. Mais l'innovation, évidemment, n'est pas née en fait avec la création de l'agence. Ça fait bien longtemps en fait que les armées s'intéressent en fait à ces sujets-là. Et dès 1915, en fait, il y avait déjà une direction des inventions qui intéressait la défense nationale. Et les guerres ont évidemment en fait stimulé très régulièrement en fait les travaux en matière d'innovation et de recherche. Vous avez quelques exemples en fait des illustrations et on voit bien que les conflits actuels avec l'arrivée des drones, des nanosatellites, les travaux qui sont menés dans le domaine de l'hypervélocité nécessitent en fait de poursuivre cet élan.
Et il y a un travail à faire évidemment d'un point de vue scientifique parce que de nombreux verrous scientifiques et technologiques restent à lever et nous avons donc besoin en fait de votre aide pour ces travaux-là et c'est bien l'esprit en fait de ce que nous faisons aujourd'hui avec ce webinaire et avec tous les travaux que nous menons avec l'Agence nationale de la recherche. Donc, on est une petite organisation d'une centaine de personnes avec différents profils et on est rattaché en fait à la DGA, Direction générale de l'armement. Service à compétence nationale, donc on travaille au profit de l'ensemble du ministère des Armées. On a 3 missions, orienter, coordonner, mettre en œuvre la politique ministérielle en matière d'innovation et de recherche scientifique et technique. Et évidemment, il faut derrière des outils pour opérer tout ça. Et donc, il y a différents mécanismes de soutien qui sont utilisés par l'agence pour pouvoir en fait travailler. J'insiste sur un point, en fait, nous ne sommes pas des mécènes. Donc, en fait, on est là pour vous soutenir dans vos travaux de recherche. On vous soutient financièrement, mais les travaux que vous menez, en fait, nous cherchons à les suivre. On a besoin d'être ensuite avec vous pour pouvoir voir en fait comment ils évoluent et on essaye de les exploiter au mieux pour pouvoir ensuite tendre vers des programmes, des opérations d'armement, de manière à pouvoir progressivement, à partir de ces travaux de recherche, de ces travaux d'accélération de l'innovation, aller vers les opérations d'armement. On cherche également à détecter, expérimenter, adapter en fait des innovations qui viennent du monde civil et voir dans quelle mesure ces travaux peuvent être exploités à des fins défense. Et donc, on essaye d'étendre notre écosystème. C'est une des missions aussi de l'agence que de ne pas travailler avec l'écosystème habituel de la base industrielle et technologique de défense, avec des startups qui se dédieraient à ne travailler qu'avec nous. Mais on essaie au contraire en fait, d'avoir une vision assez large et d'avoir des partenaires en fait, qui sont issus du monde civil et qui, dans un premier temps, en fait, ont, si possible, d'ailleurs, gagné des marchés dans ce monde civil parce que ça leur permettra d'avoir une certaine solidité aussi. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est intéressant pour nous. L'objectif de cette agence est d'accélérer le déploiement au profit des utilisateurs opérationnels. Donc, c'est vraiment la quintessence en fait, des travaux que nous menons. L'objectif, c'est vraiment qu'à terme, ça puisse, alors, moyen ou long terme, hein, je suis parfaitement conscient aussi que je m'adresse à une communauté académique et qu'on travaille donc sur des horizons de temps, des fois qui peuvent être un peu plus longs que ce que pourraient en fait attendre nos amis opérationnels, mais nous avons ce besoin en tout cas que ces travaux de défense, ces travaux scientifiques, ben, le lapsus est intéressant, ces travaux scientifiques aient une finalité de défense. Et le budget dont nous disposons pour faire ça, c'est à peu près 1, si on fait la moyenne, dans la loi de programmation militaire, il y a 10 milliards d'euros qui sont dédiés en fait à la recherche et l'innovation. Donc, si on moyennait ça ça ferait 1,3. Vous savez toujours hein, que c'est jamais aussi linéaire que ça. Et donc, il y a un peu plus d'1 milliard en tout cas. Et puis, progressivement, ça devrait tendre vers une augmentation des crédits. Après, aujourd'hui, quand on parle de crédit, on sait tous qu'il faut rester relativement prudent et que faire des projections, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. L'Agence de l'innovation de défense, donc, elle est sise à Paris, au ministère des Armées. Elle a un tiers-lieu juste à côté qui permet en fait d'organiser des événements. Mais c'est, comme je vous disais, c'est pas avec 130 personnes en fait qu'on révolutionne tout. Et elle essaye de jouer ce rôle de chef d'orchestre, de coordinateur. Et il y a déjà un réseau, ne serait-ce que déjà interne défense, c'est ce qu'on voit sur la droite, avec différents pôles d'innovation, avec souvent un centre de la DGA qui a été leader et qui s'appuie sur un écosystème académique et industriel régional qui nous permet en fait de pouvoir démultiplier nos forces et d'avoir une possibilité en fait de se servir de tout ce tissu. Mais il est clair que malgré tout, ça serait en fait être présomptueux de considérer que on pourrait se suffire à nous-mêmes et clairement les travaux scientifiques et technologiques sont chez vous. Ils sont clairement en fait du côté des partenaires en fait académiques. C'est pour ça qu'on travaille avec l'ANR, c'est pour ça qu'on travaille avec le CNRS, qu'on s'appuie sur différents instituts, que nous avons des organismes, des opérateurs en fait qui nous appuient avec le CEA, l'ONERA, le CNES, dont nous assurons la tutelle ou nous contribuons à la tutelle, l'ISL qui est un institut franco-allemand et également les écoles, notamment les écoles sous tutelle
donc les écoles du plateau de Saclay, Supaéro à Toulouse, notre antenne en fait de l'ENSTA en Bretagne, etc. Donc tous ces travaux-là, plus les écoles également des armées, qui contribuent à nous alimenter en propositions de projets de recherche en réponse à différents appels à projets. Donc, dans ces appels à projets, nous essayons d'orienter les travaux en fait en matière d'innovation, mais il y a des documents stratégiques en fait de plus haut niveau qui existent. Il y a un document qui fait référence en fait en matière d'orientation de défense, donc qui est remis à jour à peu près tous les 2 ans. Pour le moment, la version qui fait foi, c'est la version du Droid de 2023. La version 2025 devrait sortir sous peu. On a également édité des rapports d'activité. Ça permet, si vous le souhaitez, d'aller regarder un petit peu ce que nous avons fait en 2024. Et ça vous permet de voir en fait si vous êtes à peu près dans des thématiques d'intérêt pour nous. Donc, entre le Droid qui définit un petit peu vers l'avant ce que nous cherchons et ce que nous aimerions en fait creuser, le rapport d'activité qui vous dit globalement ce qu'on a fait juste dans l'année N-1, A-1, pardon. Et puis, en même temps, la revue nationale stratégique 2025 qui pose un certain nombre de recommandations pour préparer l'avenir. Et vous savez que dans ces 11 objectifs stratégiques, il y en a un qui vous concerne tout particulièrement, puisque le 11e objectif de cette revue stratégique, c'est de pouvoir disposer d'une excellence académique, scientifique et technologique au profit de la souveraineté française et européenne. Et on voit bien que quelque part, nous avons des choses à mener ensemble. Juste une précision, ces documents sont bien sûr en libre accès via Internet. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et public. Et si je reprends en fait les thématiques, vous avez des thématiques d'intérêt en fait pour le ministère des Armées qu'on voit apparaître en fait dans ce cartouche avec les armes à effet dirigé, alors qui peuvent être laser, électromagnétique, etc. Des travaux sur l'hypervélocité, sur l'IA. Le ministère des Armées s'est doté d'une agence spécifique pour manager en fait tous les travaux dans le domaine et voire même réaliser des travaux dans le domaine de l'IA de défense, donc la MIAD. Des systèmes autonomes, on peut difficilement découpler en fait le point précédent, c'est-à-dire l'IA et les systèmes autonomes. La plupart du temps, en fait, il y aura un lien. Tout ce qui est spectre électromagnétique, guerre électronique, etc. Toutes les nouvelles technologies autour de la communication, et je me demande s'il faut encore dire nouvelles technologies, parce qu'en fait, ça fait un petit moment quand même qu'on est dans l'éthique, mais on voit bien en tout cas que ça a quand même complètement changé la donne, y compris pour nous d'un point de vue opérationnel, sur la manière dont est arrivé le numérique en fait dans l'espace de bataille et la manière dont ça a changé en fait les choses pour opérer. Les capteurs en fait qui sont très importants évidemment pour alimenter ces tenues de situation, pour partager en fait des informations, et des capteurs aussi de nouvelle génération avec des travaux scientifiques à mener dans le domaine du quantique. Donc le quantique d'ailleurs on va le retrouver au niveau des capteurs, des communications et voire du calcul. Des nouvelles technologies autour de l'énergie, puisqu'on a évidemment des problématiques par rapport en fait à l'autonomie énergétique, par rapport à éventuellement, pas éventuellement, des problèmes qui sont prévisibles autour des énergies fossiles qui, à un moment donné, vont se tarir. Et donc, il faut qu'on anticipe tout ça. Des problématiques de discrétion, de furtivité, donc le calcul quantique que j'évoquais. Ça ne veut pas dire pour autant que si vous travaillez sur des thématiques qui sont en dehors de ce cartouche, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est des thèmes qui sont prioritaires, sur lesquels on veut faire effort et sur lesquels, la plupart du temps, il y a même d'ailleurs une stratégie ministérielle qui a été définie. Mais on est ouvert aussi à un certain nombre d'autres points. Et vous verrez, en fait, en consultant nos appels à projets, où on définit justement ces orientations, qu'il y a des formes d'ouverture. Et en fait, surprenez-nous, proposez-nous des choses. À partir du moment où on arrive à avoir une certaine forme d'alignement et que vous avez convaincu vos pairs, puisque les comités ne sont pas des comités spécifiquement défense, c'est des comités qui sont mixtes. Hein. Il y a des experts de l'ANR également qui nous aident à sélectionner ces projets. Eh bien, nous sommes ouverts en fait à toutes les bonnes propositions. On a 4 types de projets dans cette agence. Clairement, vous contribuez en fait aux projets de recherche qui sont sur la droite. C'est une première famille de projets. On est sur des TRL qui peuvent descendre assez bas. On est relativement ouvert. Je vous disais que on est quand même malgré tout, on vise plutôt à avoir des choses assez appliquées, mais des travaux fondamentaux qui nous permettraient d'acquérir des connaissances sur une thématique d'intérêt où vous sauriez en fait aussi nous convaincre qu'il y a
un intérêt défense à anticiper ces points-là, on peut rester tout à fait ouvert à ce genre de choses. On essaie d'accélérer l'innovation, c'est cette deuxième famille de projets, c'est les projets d'accélération de l'innovation, donc qu'on s'est attrapé avec différents dispositifs. Et là, la plupart du temps, il y a un partenaire ou des partenaires industriels qui collaborent avec des académiques et qui nous permettent en fait d'appréhender ces travaux-là. On se dit qu'en interne, on peut aussi avoir des gens qui ont des difficultés face à des réalités de terrain et donc peuvent être force de proposition. Et c'est pour ça qu'on a cette troisième famille de projets qui permet en fait d'avoir de l'innovation participative, donc de l'intrapreneuriat, des problématiques internes. Donc ça peut être effectivement en fait le sergent Tartampion qui dans son régiment nous propose quelque chose parce qu'il l'a bricolé dans son garage, mais il peut également être accompagné par une entreprise, par un laboratoire. Les budgets sont en général assez limités, mais on peut en tout cas également être ouvert à ce genre de choses avec des choses qui germent de partout. Donc au niveau académique, dans le tissu industriel, pas forcément nos habituels acteurs de la base industrielle, technologique de défense, les 9 grands avec qui on travaille habituellement, mais d'autres partenaires. On s'autorise à aller regarder également en interne et à accompagner des initiatives internes. Et puis évidemment, la dernière catégorie, les projets technologiques de défense. Vous imaginez bien que le Rafale F5 en standard F5 ou le SCAF en fait qui est son remplaçant sur lequel il faut travailler, ou pour le futur porte-avions ou les futurs sous-marins, c'est évidemment des projets technologiques de défense. Et je pense que vous l'avez deviné, si il fallait en fait aussi parler de budget, le gros des 1,3 milliard d'euros part vers les projets technologiques de défense. Mais il y a quand même malgré tout une ventilation en fait budgétaire sur ces différentes autres familles. Alors, la recherche, à peu près tous les ans, c'est à peu près 40 millions d'euros. Donc, c'est peut-être pas énorme, mais ça permet déjà un petit peu de travailler. Donc, sous différentes formes. On essaie tous les ans de garder un budget pour pouvoir déjà commencer par un certain nombre de travaux de thèse. Donc, vous pouvez avoir au sein de vos laboratoires d'excellents étudiants des propositions de projets de thèse. Si vous regardez en fait l'appel à projet qu'on soumet en fait avec l'ANR à travers les dispositifs Astrid, dont je parlerai dans quelques minutes, et les thèses, ben évidemment c'est très proche, quoi. En fait, il n'y a pas de raison de changer de stratégie. Donc ce qui nous intéresse pour l'un nous intéresse pour l'autre. La différence évidemment, c'est que si on part sur 3 ans dans le cadre d'une thèse où on va couvrir la masse salariale du doctorant, c'est un peu différent d'un Astrid. Puisque les projets de thèse, on va les cofinancer dans 80% des cas à hauteur de 65 000 euros, voire si on la prend dans certains cas de figure, mais c'est assez exceptionnel, à taux plein à 130 000, eh bien, on peut avoir des ambitions qui ne sont pas forcément les mêmes que si on travaille avec des Astrid, où on peut aller jusqu'à 400 000 euros pour vous accompagner. On va subventionner en fait avec à peu près 8 millions d'euros par an, 8-9 millions d'euros par an, en fait 120, 130 thèses. Ces thèses, ça peut être des thèses classiques en COFI, ça peut être une thèse qui est cofinancée avec un partenaire industriel, donc grâce à une cifre défense. Ça peut être des thèses qu'on fait avec nos partenaires britanniques, donc on a des thèses FR UK qui coûtent un petit peu plus que 130. Et puis on s'est aussi doté d'un dispositif où on essaye de prendre quelques risques, des thèses qui sont un peu décalées. Alors, j'ai plus tout l'acronyme en tête, mais il doit y avoir étonnante et pastrouillante, etc. Donc, c'est les thèses idées. C'est 5 à 10 thèses max, mais sur lesquelles il y a une vraie prise de risque et où, en étant un petit peu trop raisonnable, et en se disant j'ai pas suffisamment d'argent, donc je vais miser sur des travaux classiques, je risquerais de passer à côté de quelque chose. Et on a été un petit peu iconoclaste, y compris dans la composition du jury, puisque ça n'est pas sélectionné par les gens de mon équipe, donc qui sont des responsables de domaine scientifique, mais par des anciens doctorants qui sont en poste au sein du ministère des Armées, soit à la DGA, à l'AID éventuellement, ou à la DGRIS, et par des officiers de l'école de guerre qui globalement se disent ça vaudrait le coup qu'on le creuse quand même. Donc en fait, on a y compris essayé d'innover dans la manière de sélectionner et en se disant ok,
ils sélectionnent les projets. Derrière eux, par contre, ils vont continuer leur parcours. Et c'est notre équipe qui est en charge du suivi des projets scientifiques qui va reprendre en charge ces idées-là, ces travaux-là. On a des projets écoles. Je vous disais qu'on a des écoles sous tutelle, donc évidemment, on leur consacre en fait un budget tous les ans qui permet en fait de travailler avec Supaéro, avec l'ENSTA. Donc les deux ENSTA ont fusionné, ENSTA Paris, ENSTA Bretagne, mais on soutient en fait, on soutient tout le monde. L'école de l'air et de l'espace, l'école navale, voilà. Et puis un partenariat aussi avec les écoles polytechniques, CIEDS en fait pas. Le CIEDS, donc l'ENSTA en fait partie, d'autres écoles, du plateau de Saclay. Donc on est sur l'Institut Polytechnique de Paris, où il y a une enveloppe budgétaire qui est dédiée. Il y a des partenariats également avec le CNRS, avec le CEA, avec l'INRIA. Et puis les projets qui nous incombent ici, tout particulièrement avec notre partenaire préféré, c'est l'ANR en fait, qui opère en fait, et qui nous aide à sélectionner ces projets et à gérer en fait tous les aspects en fait, dont Emmanuel parlera tout à l'heure, donc pour lequel on consacre un budget d'à peu près 12 millions d'euros par an, en fait, pour des appels à projets qui peuvent être assez classiques, où on interroge sur les 15 domaines scientifiques qui nous intéressent, ou des appels à projets thématiques en cours. Il n'est pas encore fermé. Il y en a un en ce moment sur la désinformation et la résistance par rapport en fait, à la désinformation à un niveau en fait, du ministère des Armées, voire à un niveau plus sociétal, pour essayer de faire face. Au-delà de la recherche, je vous disais, c'est un continuum. En fait, on essaye aussi de poursuivre les travaux. Et donc, les bonnes thèses, les bons projets Astrid, des bons projets écoles, etc., peuvent être récupérés ensuite ou être amenés à déposer des projets Astrid maturation. Il y a 5 à 6 millions d'euros par an qui sont consacrés à ça. C'est fluctuant en fait, hein, ça dépend aussi de l'enveloppe budgétaire dont on dispose. C'est pour ça que je dis 5 à 6, c'est pas figé en fait, on n'a rien gravé dans le marbre, mais ça permet de faire des projets en fait de l'ordre de 800 000 euros max. Par contre là, comme c'est de la maturation, il y a la présence d'un industriel dans le consortium et on essaye de progressivement tendre vers des TRL plus hauts et de pouvoir en fait disposer de technologies, en tout cas, qui demain pourront aller jusqu'à un marché. Donc, c'est la suite de projets de recherche et on détaillera tout à l'heure. Astrid et Astrid Maturation nécessitaient en fait d'avoir en fait eu une thèse ou un Astrid avant de pouvoir candidater à Astrid Maturation. Et nous, on a cet objectif aussi d'être relativement souple et pragmatique. Et donc, on a Astrid, du coup, elle a une cousine qui s'appelle Mathilde. C'est très simple, qui ressemble assez fort à Astrid, mais qui ne nécessite pas d'avoir coché la case Astrid ou thèse avant. Et donc, on est sur les mêmes types de budget, 800 000 euros. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir en fait accélérer. Par contre, là, c'est quelque chose qu'on va ouvrir ad hoc en concertation avec aussi nos partenaires de l'ANR pour essayer en fait de creuser une thématique et aller directement au stade de la maturation. Nous avons tous les 15 jours des comités de labellisation au sein de l'agence qui nous permettent, en fait, pour des gens qui déposeraient des projets auprès de notre guichet unique, de pouvoir instruire les dossiers. On consacre en fait un budget qui est fluctuant, en fait, pareil, entre 10 et 15 millions d'euros par an, pour pouvoir expérimenter rapidement des opportunités qu'on aurait détectées, qui sont issus du civil, que vous pourriez nous proposer en fait avec un partenaire industriel. Donc il y a un industriel obligatoirement, mais il peut y avoir également des académiques. Et donc je vous disais, c'est quand même quelque chose qui est assez souple, puisque tous les 15 jours, en fait, on va analyser les fiches qui nous remontent. Et ça permet en fait d'évaluer des choses. Et vous pourriez tout à fait avoir des travaux qui ont atteint un certain niveau de maturité. Et donc ça permet de prendre le relais, parce qu'on va être là sur des TRL 6-7, et on va essayer de tendre progressivement vers quelque chose qu'on va pouvoir opérationnaliser. Et puis, on a un dispositif qui a été créé il y a 11-12 ans, qui avait pour objectif en fait, de soutenir les PME, les ETI, donc, et qui a pris une teinte progressivement, où on a assumé, en fait, on a fait notre coming out, on a dit il y a besoin quand même d'avoir un intérêt défense. Mais on n'a pas perdu de vue, en fait, et c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, en préambule,
on n'a pas perdu de vue le fait qu'il est nécessaire en fait que ces sociétés-là, PME, ETI, ne soient pas dépendantes de marchés étatiques et qui plus est défense parce qu'elles ne survivraient pas. On n'a pas de quoi les alimenter suffisamment. Donc, de toute façon, pour la plupart des dispositifs dont j'ai parlé, la dualité est nécessaire. Il est nécessaire en fait d'avoir des marchés civils, d'avoir des perspectives civiles. On y consacre à peu près 35. Par le passé, on essayait d'y consacrer 50 millions d'euros par an. Globalement, vous avez vu qu'en fait, il y a une quinzaine de millions d'euros qui sont passés du côté des marchés d'accélération de l'innovation. À la fin, quand on fait la somme, on est toujours aux environs d'une cinquantaine de millions d'euros, mais on s'est ouvert en fait à une certaine souplesse. Et donc, le cahier des charges rapide qui nécessite en fait d'avoir moins de 2000 employés, qui ont des taux d'aide entre 25 et 80% suivant en fait la nature en fait des différents partenaires qui composent le consortium, qui permettent de passer de TRL 3 à TRL 5, qui peuvent être sélectionnés au fil de l'eau avec un comité tous les mois, excepté le mois d'août. Ça reste quelque chose qui est actif et utile. Et il y a les marchés d'accélération d'innovation juste à côté. Et on joue en fait intelligemment en se disant j'aiguille en fait le consortium qui a candidaté auprès de notre guichet unique vers l'un ou vers l'autre des dispositifs. Et on voit ce qui est le plus intéressant pour eux. D'ailleurs, ce guichet unique, je ne crois pas qu'on ait de planche particulière là-dessus, et donc je vais revenir. Si, il y en a une. Il y en a une. J'ai indiqué le contact. Ouais. Il y a un contact pour le guichet unique. Le guichet unique, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour ne pas vous faire perdre de temps, si jamais vous candidatiez, vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique avec mes partenaires, en fait, mes petits camarades qui sont managers d'affaires, d'innovation au sein de ce guichet. Vous prenez un rendez-vous téléphonique, vous discutez avec eux, vous écrivez pas plus de 2 pages, et en général, ça vous évite en fait de faire un gros dossier d'une quarantaine de pages, comme on le fait en général dans les rapides. Et c'est seulement à l'issue de ce contact-là qu'on voit si effectivement il y a des perspectives, s'il y a une éligibilité en fait des différents membres du consortium. Et voilà. L'idée, c'est de ne faire perdre de temps à personne, ni de notre côté à analyser des dossiers qui ne seraient pas éligibles, ni du vôtre en fait à monter des dossiers qui seraient chronophages et sur lequel, en fait, à la fin, on se rendrait compte que ça ne colle pas. Donc, il y a tout un process avec une prise de contact. Vous pouvez prendre vos rendez-vous en ligne, vous pouvez discuter avec eux, vous pouvez progressivement étoffer un dossier que vous auriez commencé à rédiger en n'y mettant que 2-3 pages, et puis qui progressivement prend corps et qu'on orientera vers le bon dispositif, parce que le guichet est là pour ça. C'est lui qui vous oriente vers les bons dispositifs. Pour le département qui m'incombe, nous sommes structurés en domaine scientifique parce que l'objectif, c'est de pouvoir en fait vous parler. Alors, il y a 15 domaines scientifiques. J'espère que c'est suffisamment parlant, qui vont en fait de l'ingénierie de l'information, l'intelligence artificielle, la robotique, la cybersécurité, les travaux dans le domaine des fluides et structures, les ondes acoustiques et radioélectriques, tout ce qui est nanotechnologie, microélectronique, composants, capteurs, etc. La photonique, les matériaux énergétiques, l'énergie, les travaux dans le domaine de la biologie, santé, la défense NRBC, c'est une vision quand même très défensive dans le domaine du NRBC, les travaux autour de tout ce qui porte sur l'homme et ses interactions avec les différents dispositifs technologiques, les systèmes, les sciences humaines et sociales quand on passe à un niveau en fait où on a des collectifs de plus grande ampleur, des organisations, etc. Et puis les travaux autour du génie maritime et des géosciences. Donc vous avez des points de contact sur chacun de ces domaines. Je suis le point de contact pour tout ce qui est le domaine scientifique hommes et systèmes. Et vous avez en fait chacun de mes collègues qui travaillent au sein de ce département qui sont vos points de contact. Nous avons essayé également, en fait, donc les thèses idées, j'en ai parlé assez longuement, donc vous avez compris le principe. Et nous avons également essayé, au sein de l'agence, en fait, de travailler à changer la manière, en fait, d'appréhender l'avenir et de se projeter également à des horizons plus lointains. Il y a eu donc une initiative avec 3 saisons Red Team où on a sollicité des gens avec des profils atypiques pour le ministère des Armées, puisque c'était des gens qui venaient de la science-fiction, pour pouvoir en fait essayer de se projeter à un horizon 2060. C'est ce qu'on appelait l'initiative Red Team. Ce qui était assez peu connu en fait de la part des gens, c'est que derrière la Red Team, il y avait une Purple Team, qui était une équipe scientifique
qui leur permettait en fait d'avoir une certaine solidité aussi sur les scénarios en leur disant là vous allez trop loin, c'est complètement irréaliste, vous vous racontez n'importe quoi, c'est même pas atteignable à des horizons, voilà. Si vous voulez vous projeter à un horizon 2050-2060, il est nécessaire de réduire un petit peu vos ambitions, voilà. Donc il y avait derrière la Red Team une Purple Team, et puis chez nous, il y avait une Blue Team qui essayait de se dire OK. Et donc, la Red Team et la Purple Team faisaient cauchemarder la Blue Team, puisque la Blue Team devait essayer d'y répondre. Évidemment, les réponses, elles ne sont pas publiques, mais ça permettait globalement de se dire et si ça nous arrivait, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, vous avez différents horizons temporels. Et quelque part, le tissu académique, quand je le sollicite, il est dans un horizon où, si je reprends, pardon, mes camarades qui font des programmes vont travailler en regardant à 5 à 10 ans. Quand on fait de la préparation de l'avenir et quand nous travaillons avec des partenaires, en fait, soit industriels, mais qui font maturer une techno, ou des travaux scientifiques, nous, on va travailler entre 10 et 20 ans. On va s'autoriser, en fait, à aller sur cette profondeur-là. Eux, ils vont essayer de dire, OK, et si on se projetait à 30, 40, 50 ans, qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Donc, en fait, on voit ça nous permet, en fait, d'appréhender. Donc, évidemment, plus on va loin, moins c'est précis, plus on prend de risques, etc. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est de contribuer, en fait, à cet effort de réflexion et essayer d'apporter des éléments le plus tangible possible pour nous essayer de réduire ce brouillard qui est face à nous. Et j'enchaîne. Tu enchaînes. Je croyais qu'il y avait une planche sur justement le guichet, etc. Non, à la fin, tous les contacts. Donc, je te passe. Voilà. Donc, je rappellerai bien le guichet, vous inquiétez pas. Et les contacts du ministère des Armées. Passons à Astrid. Alors, voilà, je place Astrid dans un continuum temporel de l'ANR. C'est une planche que vous reverrez une autre fois, mais on passera très rapidement à la deuxième, évidemment. Donc, l'ANR, c'est quoi? L'ANR, en termes de collaboration avec la défense, ça a été, ce que vous voyez en haut, des appels cofinancés au sein des appels thématiques et blancs et de la APG dans un deuxième temps, jusqu'en 2020-2021. La création d'Astrid en 2010. La création d'Astrid Maturation en 2013. Les programmes thématiques Astrid à partir de 2020. Des challenges en bas, repères, carottes, des cartes, des falses malins, des chérias, et tout ça en regard, et c'est ce que je vous ai indiqué en bas, de l'évolution du ministère des Armées et des différentes sorties des lois de programmation militaire, 2010, 2014, correction en 2015, etc. Donc, si on regarde Astrid se place justement, comme vous l'a rappelé Emmanuel, dans un contexte de longue collaboration, et ça, on dépasse largement le cadre français, de longue collaboration de la recherche avec la défense. Les petites images que vous avez vues tout à l'heure, c'est des vieilles gravures de chirurgie. La chirurgie, c'est Ambroise Paré, chirurgien militaire, qui a initié la chirurgie moderne, de Léonard de Vinci, etc., etc. En fait, pour la première fois en quelques années, j'avais envie de placer là une citation. La citation est la suivante. Si la défense nationale a ainsi très largement profité des progrès de la science, un grand nombre de problèmes scientifiques n'ont été abordés et résolus qu'en liaison avec leurs applications militaires possibles. Ça, c'est une citation qui est post-guerre, qui a été faite par un certain Louis de Broglie, prix Nobel de physique, comme vous le savez, et qui discutait en partie des évolutions des communications. Effectivement, l'aspect militaire a grandement boosté, si vous me passez l'expression, les technologies modernes de communication post-Première Guerre mondiale. Bon, revenons à Astrid, qui est une collaboration BAT-TRL. Donc, Astrid, c'est un programme spécifique pour la défense, comme vous en doutez évidemment. C'est un programme de soutien à la recherche créé en 2010 avec une première édition en 2011, dans le cadre d'un partenariat entre la Direction générale de l'armement à l'époque et l'Agence nationale de la recherche. Et Astrid s'inscrit dans la dimension projet de recherche de l'Agence de l'innovation de défense. Le programme Astrid, qu'il soit dans sa version principale classique ou dans ses versions thématiques, vise à stimuler l'ouverture de voies nouvelles de recherche et à maintenir l'effort d'innovation sur des thèmes d'intérêt pour la défense. Ça vise également à explorer des points durs scientifiques et ou techniques
technologiques en favorisant le développement des compétences et l'identification des ruptures technologiques. Astrid est un programme dual. Alors, globalement, bien sûr, Emmanuel vous l'a rappelé, Astrid s'inscrit dans le cadre Droid, avec des priorités pour chaque édition qui sont indiquées par les responsables d'innovation de l'AID pour leur périmètre scientifique respectif. Ça, vous le trouvez dans le document d'appel à projet. Tous les projets sont duals, c'est-à-dire qu'il faut une application, bien sûr, pour la défense. Attention, ça je le précise pour ceux qui ne sont pas familiers, quand on parle d'armement, on ne parle pas forcément d'une Kalachnikov. Ça peut être l'armement, c'est la construction d'un bateau, d'un bâtiment. Voilà, ça c'est de l'armement aussi. Bref, en tout cas, c'est tous les équipements matériels, etc., qui peuvent être utilisés par les armées. Mais bien sûr, tous ces matériels peuvent avoir des applications civiles et je vous en présenterai quelques-unes à la fin. Le niveau de maturité technologique ou de SRL, Societal Readiness Level, pour les SHS, c'est entre 1 et 4. Donc, on se situe plutôt en bas de l'échelle, c'est de la recherche. Chaque projet est financé avec un maximum de 400 kg € en termes de subvention. Et le partenariat comporte au moins un partenaire, entre guillemets, organisme de recherche français. Et la composition restante du consortium est libre. Ça peut être d'autres laboratoires, des entreprises, qu'elles soient TPE, PME, ETI, grandes entreprises, etc., des associations, fondations, classiquement avec Pasteur, ce genre de partenaires bien connus du milieu de la recherche. Leur durée se fait de 18 à 36 mois sans prolongation initialement, bien entendu. Le projet peut être prolongé. Et au sein de ces projets, il y a des financements doctoraux qui sont permis. Attention, je précise à cet endroit-là, un projet Astrid n'est pas un financement doctoral. Il y a les thèses de la défense qui sont là pour ça, mais peuvent comprendre un financement doctoral ou postdoctoral, enfin ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà. Donc, tous ces projets se situent, comme vous l'a indiqué Emmanuel, au sein d'un des 15 domaines scientifiques, domaines d'innovation, pour être un peu plus précis, de l'AID. Attention, le découpage est propre à Astrid, c'est différent de la APG, qui comporte 57 comités, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Je ne ferai pas d'aller-retour, on a une petite planche pour ça, mais grosso modo, Astrid couvre, suivant les découpages de la APG annuellement, entre 30 et 40, plus proche de 40 d'ailleurs, domaines scientifiques tels qu'ils sont indiqués dans l'ANR, dans l'APG. Donc, vous pouvez voir justement à côté de ces domaines scientifiques, des petits macarons sur les appels thématiques qui ont été suscités. Tu as tenté le barycentre, en fait. C'est ça. Parce que la plupart du temps, en fait, ces appels à projets sont pluridisciplinaires. Exactement. Ils sont thématiques. Alors, typiquement, guerre cognitive, en fait, il y a à la fois du homme et système, des sciences humaines, on y retrouve aussi de l'IA, on y retrouve aussi de la cyber. Et en fait, là, on l'a placé à cet endroit-là, mais il aurait également pu être plus proche, en fait, des autres. Voilà. Tout à fait. C'est un peu la couleur principale. Ça ne veut pas dire que les autres couleurs ne sont pas présentes. Si on fait de la lutte contre la désinformation, ça sera probablement pas loin. Il y aura beaucoup de sciences humaines et sociales, évidemment, mais on peut retrouver également en fait des travaux de sciences cognitives. On peut retrouver également des travaux, pareil, sur de l'IA ou on verra bien, ou de la cyber, j'en sais rien. On verra. Voilà, donc c'est ce que je indiquais en bas. L'approche est non cloisonnée. Ça aussi, c'est important de le noter. Quand vous postulez dans Astrid, certes, vous avez une teinte principale, mais le domaine n'est pas cloisonné. D'ailleurs, c'est ce qui a donné lieu à l'Astrid EZC, extension des zones conflictuelles, fonds marin espace, dans lequel, évidemment, l'idée, c'était de répondre à une question globale qui n'est pas teintée scientifiquement, entre guillemets, mais la réponse était scientifique et technologique, et vous pouviez avoir on a eu d'ailleurs, de l'onde acoustique, de la robotique, de l'intelligence artificielle, etc., des matériaux. Donc, l'idée, c'est vraiment, quand vous postulez Astrid, oubliez le silo extrêmement rigide, parce que l'appel ne fonctionne pas comme ça. Astrid, en fait, on essaye de vous dire globalement pour chacun de nos 15 domaines scientifiques quelles sont les thématiques sur lesquelles on aimerait en fait que vous nous apportiez des éléments de réponse ou des travaux de recherche pour contribuer à éclairer notre lanterne. Quand on vient en fait en Astrid thématique, la plupart du temps, en fait, on vous dit ça, j'ai tel problème en ce moment.
parce qu'en fait, on va se battre dans des zones qui sont jusque-là, qui n'étaient pas des zones de conflictualité, mais qui vont le devenir. C'est les grandes fosses marines. Ça peut être potentiellement aller se battre dans l'espace. Jusqu'à présent, c'était quand même une zone dans laquelle on faisait plutôt de l'exploration ou éventuellement des activités qui étaient plutôt liées en fait à des aspects scientifiques, commerciaux, etc. Mais on ne s'attendait pas en fait à avoir de l'affrontement dans ces zones-là. Et on se dit, OK, et si jamais ça nous arrive ou si ça ne tarde pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et donc, forcément, des gens qui viennent de la photonique, qui peuvent venir en fait des réseaux de télécommunications, etc., peuvent nous apporter des éléments. Donc, voilà. Matériaux, bon, enfin bref, tout en fait. Et là, on ne présage pas en fait de qui va nous répondre. On pose ça sur la table. C'est plus la question qui compte qu'au début, il y a une question et la réponse peut être multiple. Ouais. Voilà. Et c'est ce que je vous dis depuis le début, surprenez-nous. C'est ce qu'on attend en fait un peu de vous aussi. Voilà. Je passe à peu près aux modalités. Alors là, on est plus sur un point de vue pratique. Astrid, c'est quoi? C'est une évaluation sur un seul dossier qui classiquement, alors on parle du Astrid large spectre, l'Astrid générique. Voilà. Donc, après une ouverture d'appel à projet classique, vous avez une évaluation qui va être faite par vos pairs dans un premier temps, donc avec des expertises à la fois en comité et des expertises externes, du très classique ANR. Ces dossiers vont être triés, évalués. Les meilleurs vont passer sous les fourches codines d'un comité de pilotage qui, lui, est constitué d'experts du ministère des Armées, qui a une vision qui n'est plus scientifique au sens classique du terme, mais une vision de pilotage. C'est pour ça que le comité s'appelle de cette façon. Et comme vous a indiqué Emmanuel, quand on parle d'un projet de ce type-là, il y a une excellence scientifique, il est passé par le comité d'évaluation, mais il y a une application derrière, une utilisation de l'usage qui est fait par les forces potentiellement. Donc, des gens qui vont être en capacité de voir ces applications, de les programmer éventuellement, sont là pour dire que ce projet intéresse ou pas le ministère des Armées. Évidemment, comme chaque projet ANR soumis à notre sélection, Astrid n'y fait pas exception. Tout lauréat et tout postulant de manière générale se voit remettre un retour au porteur. Et pour les lauréats, on passe à une suite classique, c'est-à-dire qu'on contractualise les projets après validation administrative. Il y a toujours des petits contrôles nécessaires. Et les projets démarrent. C'est ce que j'indique ici. Donc, un tour, évaluation par la communauté scientifique, donc les pairs sur la pertinence de la proposition, l'excellence scientifique et le caractère innovant, qualité de la construction du projet, faisabilité et adéquation des moyens, qualité du consortium, impact global du projet. Grosso modo, des critères que vous connaissez très bien. Le pilotage par les représentants du ministère des Armées, c'est l'importance du sujet par rapport aux objectifs du programme, donc Astrid en l'occurrence ici, l'importance du besoin de défense et bien sûr la valeur ajoutée et la prise de risque du projet. Donc, les modalités générales pour le suivi, quand on a affaire à des lauréats, des livrables, il y en a 3 principaux. Le rapport à 6 mois pour la mise en place du projet, le mi-parcours, le rapport final, avec la fiche résumée FAST, qui est une fiche résumée qui passe dans les systèmes d'information du ministère des Armées de manière un peu plus simple que le rapport final, mais le rapport final est lu très attentivement. Il y a d'autres aspects formels à modifier, qui concernent la modification du projet, etc., si nécessaire, et des autres informels, les colloques, vulgarisation, communication, etc., sur lesquels vous pouvez être sollicité. Bien sûr, quand on parle d'un appel à projet, d'un programme qui est financé par le ministère des Armées, il y a un petit truc en plus. C'est le suivi conjoint par représentant du ministère des Armées. Contrairement à ce que certains pensent, il ne s'agit pas d'une tutelle sur votre projet, mais d'une valeur ajoutée. Il faut vraiment le voir comme ça. Évidemment, un projet qui est lauréat a une importance pour le ministère des Armées, mais il est toujours piloté par le consortium et le représentant du ministère des Armées a une force à la fois de conseil, c'est pour ça, et d'aiguillage dans un sens pour qu'il n'y ait pas d'errance. En fait, très concrètement, ce dont j'ai besoin, très clairement, je vous disais, on ne fait pas du mécénat. Donc, en fait, si on vous soutient financièrement et si on a sélectionné, on a eu quelque part la première lame du côté des experts de l'ANR, nous qui regardons en se disant, ce projet-là a un intérêt défense, ça vaut le coup en fait qu'on parie dessus et je n'ai rien d'équivalent qui aujourd'hui en fait réponde aux questions que je me pose. Donc, c'est intéressant, ce projet, il faut qu'on y aille et on va les soutenir. Clairement, moi derrière, ce dont j'ai besoin, c'est que vous nous associez au kick-off.
Et, il faut que les réunions de lancement, les réunions d'avancement, il faut qu'il y ait un représentant du MINARM qui puisse suivre, parce qu'en fait, derrière, vous continuez votre vie, vous faites votre travail, mais nous, en fait, il faut qu'on puisse se nourrir au fur et à mesure en fait, de l'avancée de vos travaux et qu'on voit avec vous aussi les perspectives d'exploitation de ce travail-là dans une dynamique en fait, qui va vers les opérations d'armement ou une exploitation par le ministère des Armées. On est vraiment dans cette logique. Et alors, après, c'est ce que disait Emmanuel, on peut du coup vous apporter des cas d'usage particuliers, on peut éventuellement vous ouvrir des portes, on peut faire de la mise en relation, parce que cette agence, elle a aussi énormément de partenaires par ailleurs. Et donc, on peut aussi apporter notre pierre à l'édifice pour, quelque part, catalyser, potentialiser en fait votre travail. C'est un peu l'esprit en fait. C'est on construit quelque chose, vous en êtes les principaux acteurs, mais nous on va essayer de vous apporter quelque chose pour en faire quelque chose d'exploitable et d'utile à la défense. Clairement, nous, notre objectif, c'est faire de la science d'intérêt pour la défense. Hein. On n'est pas des philanthropes non plus. Hein. Mais, de toute façon, on va en parler par la suite. Alors, dans le cas d'Astrid de maturation. Donc, quelques petits chiffres. Hein, c'est toujours utile de vous projeter dans un contexte de pure sélection. Alors, jusqu'à présent, Astrid, c'est 1634 projets soumis, 1572 projets éligibles. Il y a toujours un peu de déchets, malheureusement. Et je saute liste principale, liste complémentaire, mais on arrive à 445 projets financés. C'est 27% de taux de succès. Voilà. Sachant qu'il y a eu des années sans, hein, comme pour tous les organismes, hein, l'ANR y compris, et il y a cette année, l'année dernière, on a plus de 35% de taux de succès. Voilà. Donc ça, c'est une moyenne sur 15 éditions quand même. Projet Astrid type, c'est une aide moyenne de 298 000 € à peu près, parce que dans le passé, les projets Astrid étaient capés à 300 000 € et pas 400 000. Un partenariat moyen, rien d'étonnant, c'est très classique à l'ANR, c'est 3 partenaires par projet, hein, grosso modo. Encore une fois, c'est un partenariat moyen, il n'y a pas d'obligation à avoir moins, il n'y a pas d'obligation à avoir plus. Comme je vous ai dit, votre projet sera évalué par l'adéquation des moyens et la qualité du consortium. Voilà. Donc, s'il y a 3 partenaires et que c'est parfait pour votre projet, c'est parfait pour votre projet. L'aide moyenne par partenaire, c'est 100 000 € à peu près. C'est un constat. Un peu plus sur le coordinateur aussi de manière assez classique, avec le petit biais que des projets monopartenaires, ça se produit dans Astrid, hein, voilà, il n'y a pas de désavantage à être tout seul, et ça biaise un peu ce chiffre-là. Et, comme je vous indiquais, il n'y a pas de thématique type, c'est-à-dire que vous n'avez pas trouvé préférentiellement 50% de biologie santé, par exemple. Voilà, c'est toutes les thématiques du spectre sont couvertes, et attention, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de silo rigide. Donc, c'est très difficile de faire une projection, en réalité, bijective sur les 57 comités de l'ANR, puisque de toute façon, un projet Astrid peut en couvrir plusieurs. Voilà. Je passe très rapidement là-dessus, mais grosso modo, vous avez 80% des acteurs d'Astrid en termes de partenaires qui sont issus du milieu académique ou assimilé. Hein. Quand je parle d'assimilé, c'est par exemple le CEA, hein, typiquement, ou l'ONERA pour les EPIC. Et pour les coordinateurs, c'est toujours le milieu académique qui est prépondérant avec un peu pas loin de 90% en réalité des coordinateurs. Mais, et sans qu'il y ait d'indication ou d'exception, vous retrouvez bien sûr la présence des industriels, que ce soit des grandes entreprises, des ETI ou des PME. Voilà, en tant que coordinateur ou pas d'ailleurs. Hein, c'est assez intéressant de voir cette entrée-là, sachant que nous, on n'a pas la distinction PRCE et PRC tout court. Alors, les projets thématiques qui ont été suscités à partir de 2020 en réponse à un questionnement de la défense. Donc, de manière indicative, un projet Astrid thématique relève d'un périmètre scientifique qui répond aux priorités ministérielles d'innovation, bien évidemment. Et je dirais même ponctuellement. Donc, les autres caractéristiques du projet, d'un projet Astrid thématique sont tout à fait similaires à un Astrid général, hormis la restriction de thématique, bien entendu. La durée de sélection est plus courte, modalité de déroulement à façon, ça dépend un peu de la thématique, ça dépend aussi des besoins du ministère des Armées au moment, mais en tout cas, sachez qu'on a la préférence pour ce qu'on appelle un comité mixte, qui va comprendre à la fois des représentants, bien sûr,
communautés académiques concernées. Dernièrement, c'était l'énergie, donc on avait des représentants, bien sûr, des professeurs, des chercheurs du CNRS, etc. Et bien sûr, puisqu'on parle de comité mixte, on a des représentants du ministère des Armées qui remplissent les conditions, les requis qui ont été vus pour Astrid Générale, mais on condense tout ça. Et le suivi et la suite sont tout à fait similaires. De manière générale, lisez bien les documents d'appel à projet sur l'ensemble des critères mis en œuvre, il ne faut pas avoir de surprise. Alors, un petit rappel, il y a quand même pas mal d'Astrid thématiques qui sont sortis depuis 2020. Ouais. Un appel inaugural sur les technologies quantiques, l'intelligence artificielle, la robotique. 2 appels sur l'énergie en 2022-2024, l'Astrid guerre cognitive en 2022, l'Astrid sur l'extension des zones conflictuelles, donc grand fond et espace en 2023, et un appel qui est ouvert cette année sur la résistance, donc la résistance à la désinformation en l'occurrence, voilà, qui est en cours de sélection, donc jusqu'à fin octobre. Voilà. Si vous postulez, ne m'appelez pas. Donc, pour le calendrier prévisionnel, on a classiquement l'Astrid édition 2026 qui devrait ouvrir en décembre. On essaye de le faire le 1er et souvent ça ouvre le 15. Un Astrid thématique selon les décisions de l'AID. On verra ça. Qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans? Modification notable à venir. Elle ne concerne pas l'appel spécifique. Il faudra plutôt aller voir du comité du règlement financier de l'ANR. Consultez-le. Toute modification, toute clause étant mise dans l'appel à projet dans les nôtres, donc s'il y a quelques modifications, ça sera indiqué. Conseil suggestion, bien lire le document d'appel à projet, attention aux inéligibilités, souvent on a des projets qui arrivent qui peuvent être intéressants mais qui ne sont absolument pas au bon guichet, ça c'est clair. Donc qu'est-ce que l'encadrement, le consortium, les priorités thématiques, même si les priorités thématiques ne sont pas strictement prescriptives, c'est toujours plus facile de s'y conformer. Mais vous verrez, elles sont assez larges. Et avant l'ouverture de l'appel à projet, ne pas hésiter à solliciter les points de contact des armées sur le projet. Pourquoi pas? Je vous donnerai les contacts après. Mais à partir du moment où un appel à projet est ouvert, clause de silence, plus de contact avec le ministère des Armées, de quelque façon que ce soit. Ça vous rendrait inéligible. Voilà. Ça serait dommage. Ne m'appelez pas. Ça serait dommage. Passons à Astrid maturation. Alors, je rappelle, la recherche et l'innovation au service des armées, c'est une problématique centrale. Et les dispositifs de financement de l'innovation du ministère sont pensés comme un continuum des TRL et SRL bas vers leur intégration finale. C'est ce que tu as rappelé plusieurs fois, mais j'en remets une couche. Donc, l'intégration finale, c'est sur le terrain, dans tous les domaines concernés. Un projet de recherche donc sera potentiellement mature et valorisé pour être utilisé à terme en s'appuyant sur une filière nationale suscitée ou préexistante, que du classique. C'est pour ça que je vous ai mis le schéma. Entre la recherche et la maturation, il y a toujours des échanges permanents pour lever des verrous technologiques, pour avoir des discussions, pour avoir des orientations. Ça, c'est le rôle du ministère des Armées pour la partie défense, mais évidemment, du côté civil, quand il y a une innovation, ça se déroule exactement de la même façon. Il n'y a pas d'innovation dans l'innovation, dans la manière de traiter l'innovation de manière générale. C'est des allers-retours, la créativité si nécessaire, etc. Alors, très rapidement, encore une fois, la Direction générale de l'armement a collaboré avec l'ANR depuis 2006 et tout ça débouche en 2013 sur la création d'Astrid Maturation et en 2020 sur la création de Mathilde, qui est un appel thématique de maturation à façon. Donc, c'est un petit rappel, mais en tout cas, en 2012, questionnement de la DGA à l'époque sur la maturation des projets Astrid. En l'occurrence, c'est vraiment les Astrid qui étaient visés. Et donc, création d'Astrid Maturation en 2013, Astrid Maturation qui faisait partie du pacte défense PME qui a évolué dans l'action PME du ministère de la Défense. Voilà. Donc, Astrid Maturation s'inscrit dans la dimension programme d'accélération de l'innovation de l'Agence de l'innovation de défense et vise à soutenir des projets de recherche portés par des consortiums impliquant à la fois des organismes de recherche publics ou assimilés et des sociétés commerciales, comprendre des entreprises, enfin c'est plutôt des suites de projets de recherche évidemment. Et ça accompagne la maturation des travaux académiques et le transfert de technologie vers les entreprises. Il s'agit de franchir la fameuse vallée de la mort, pour ceux qui sont familiers avec l'échelle TRL, entre les TRL 4 et le TRL 5. Globalement,
C'est un projet suite, un projet Astrid Maturation. C'est suite d'un projet ayant reçu un financement défense. Bien évidemment, les Astrid, mais aussi les thèses, tu l'as rappelé tout à l'heure. Mais pas que, de manière très marginale, mais en tout cas, ça existe. Ça s'inscrit dans le cadre scientifique général évoqué pour Astrid. Bon, allez regarder le droïde, vous les verrez. Alors, j'ai dit scientifique, mais on va dire plutôt technologique, parce qu'à ce niveau-là, on bascule de la science pure vers les applications technologiques. C'est un projet dual qui intéresse à la fois la défense et le civil. TRL entre 3-4 au début et 5-6 à la fin. Ça peut dépasser, mais c'est plutôt rare, hein, évidemment, pour des raisons diverses. C'est un projet qui est financé au maximum à 800 kg € pour l'ensemble du consortium candidat. Et, contrairement à Astrid, vous allez avoir cette fois-ci 2 partenaires obligatoires, à la fois un organisme de recherche, laboratoire français, et une entreprise, que ce soit une PME ou une grande entreprise, avec tout le spectre entre les deux. La composition restante du consortium étant libre au laboratoire, entreprise, etc. Attention cette fois-ci, pour l'instant, ça sera peut-être amené à être revu, mais il y a des conditions spécifiques assez drastiques sur les partenaires hors Union européenne. Voilà. La durée de financement d'un tel projet, c'est entre 24 et 36 mois. Et cette fois-ci, puisqu'on est à plus haut TRL, il n'y aura pas de financement doctoral. Par contre, il y a des financements postdoctoraux qui seront encore possibles. Modalité de sélection, c'est un tour avec un seul dossier, donc. Et cette évaluation est cette fois-ci faite par des représentants du ministère des Armées. Alors, la base, c'est quoi? Succès du projet initial, puisque votre projet a été suivi par le ministère des Armées. Donc, quand on parle de continuum, ce n'est pas du tout un hasard. La crédibilité scientifique et technique du projet, bien évidemment. Organisation des travaux et qualité du consortium. Potentiel d'utilisation et d'intégration par les forces en général. Et importance du besoin défense. Voilà, du classique aussi à ce niveau de TRL. Dans potentiel d'utilisation et d'intégration, il y a évidemment pour nous, le ministère des Armées, mais également le marché civil, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est important en fait que la société, que l'industriel qui contribue en fait au consortium puisse en fait vivre de ses travaux derrière. Donc, exactement. Il y a bien les deux perspectives. On est vraiment sur de la dualité. Et c'est vraiment dans une logique, en fait, d'être sûr que dans le partenaire en question, si par les travaux que nous avons accompagnés à réussir une progression et à gagner des parts de marché, il faut qu'il soit encore là dans 4-5 ans quand on aura vraiment besoin de lui, quoi. Je vais l'illustrer même, j'illustre à la fin par quelques projets, mais j'ai envie de parler d'un projet en particulier qui me tient, enfin pas qui me tient à cœur, c'est pas le bon mot, mais qui a été un très très bon exemple, pour le projet OSEP suivi de MBT-SEC, donc un Astrid de maturation qui a permis clairement de répondre à une problématique marché sur la sécurisation des échanges bancaires, en l'occurrence pour le volet civil. Et ce consortium a permis de manière très claire le développement de l'entreprise qui était au sein du consortium. Et on est passé de 20 employés à plus de 60 à l'heure actuelle, avec des produits solides sur le marché. Voilà, très classiquement, on peut avoir ce genre de configuration. Je ne sais pas après si le ministère des Armées a fait appel à eux, je pense que oui. Mais en tout cas, d'un point de vue civil, ils ont parfaitement rempli leurs obligations et ils sont des acteurs connus maintenant sur leur marché de spécialité. Voilà. Donc, de même qu'Astrid, pour le suivi, on va retrouver ce livre à pas 6 mois, ce rapport à mi-parcours, le rapport final, le formel classique, les autres classiques, c'est la même chose qu'Astrid, et évidemment, et d'autant plus, un suivi conjoint par un représentant du ministère des Armées. Petite précision, quand je dis un, c'est un au minimum. C'est au moins un. Voilà, assez classique. Et plus vous en avez, plus ça intéresse le ministère des Armées, de manière assez classique. Plus on monte en maturité en général, plus ils sont intéressés, plus ils accordent du temps en fait à venir vous voir pour les réunions d'avancement, etc. Exactement. Voilà, donc un petit point, Astrid Maturation, comme je vous ai indiqué, c'est des projets suite de projets connus par le ministère des Armées. Donc, quand il y a des dépôts sur Astrid Maturation, il y a, on va dire, un profilage initial qui est plus pertinent dans les dossiers. Et le ministère des Armées, le sachant, permet un taux de succès qui est en général du jamais vu sur des appels à projets de recherche, puisque en moyenne, Astrid Maturation, c'est 58% de taux de succès, avec 95% de projets financés depuis le début. Il n'y a pas forcément beaucoup de projets présentés, mais ce sont des projets souvent très pertinents.
Et l'année dernière, on est monté à plus de 80% de taux de succès. Voilà, le ministère des Armées considère vraiment Astrid Maturation comme une porte sur ce créneau, et il concerne les moyens nécessaires. Et je dirais l'intelligence nécessaire en plus pour le suivi, etc. Donc, typiquement, bon, encore une fois, ça reste des moyennes avec les évolutions qu'il y a eu au cours des années, mais une aide moyenne, c'est 533 kg, sachant que, bien sûr, au début, un Astrid Maturation, c'était 400 kg seulement. Donc, voilà, il y a cet effet-là aussi qui joue. Un peu plus de partenaires que sur Astrid, ce qui est assez logique aussi, et une aide plus élevée. Pas de thématique type, encore une fois, vous allez retrouver des Astrid Maturation qui vont faire de l'ingénierie de l'information, mais aussi de la biologie. Donc, voilà, vous couvrez tout le spectre des Astrid, et 15 à 20% des Astrid sont maturés au sein du dispositif. Petite indication. Ça ne veut pas dire que les Astrid ne sont pas maturés, des Astrid ne sont pas maturés ailleurs. Il faut bien savoir ça en tête, et ça dépend aussi beaucoup des niveaux de technologie atteints par les Astrid. C'est une question qu'on se pose d'ailleurs, nous, en fait, à chaque fois, c'est est-ce bien à nous, ministère des Armées, en fait, d'accompagner la maturation de cette technologie-là derrière? Et est-ce que, globalement, il n'y aurait pas d'autres acteurs qui pourraient accompagner? Donc, ça ne veut pas dire pour autant que ce qui ne passe pas par le canal Astrid Maturation ne continue pas à maturer, mais quelque part, ça peut être un autre acteur. Et le fait que l'ANR a un énorme réseau aussi, que de notre côté, on peut aussi faire des renvois vers d'autres partenaires. Tout à fait. On peut contribuer. Ça fait partie aussi de l'aide qu'on apporte. Cette aide-là, elle n'est pas que financière. Grosso modo, on a un taux de maturation global qui est plus élevé que ce qu'on observe habituellement pour un projet de recherche. C'est ton petit réseau d'ailleurs. C'est ça. Alors, juste pour illustration, le petit réseau de gauche, en fait, c'est les liens entre partenaires. On voit que il y a des liens entre partenaires publics-privés, ce qui n'est pas étonnant puisqu'ils sont obligatoires d'Astrid Maturation, mais ça, c'est plus large qu'Astrid Maturation. Et ça concerne aussi Astrid, mais en tout cas, voilà, vous avez des partenaires qui vont être dans plusieurs consortiums, suivant au fil des années, en fonction des besoins, des développements technologiques, etc. Vous voyez ça comme une vision très, très globale. Mais ce qui est plus intéressant pour notre propos ici, c'est ce qu'il y a à droite. Dans ce qui arrive dans Astrid Maturation, à l'heure actuelle, c'est 68% des projets Astrid thématique ou REI. Alors, REI, c'est juste l'ancêtre d'Astrid. Recherche exploratoire et innovation. Qui s'est arrêté en 2010, puisqu'Astrid a pris la suite. Donc, c'est 68% des projets qui arrivent qui sont maturés au sein du dispositif, qui viennent de ce réservoir-là. 27%, c'est non négligeable, viennent des tests défense, quelle que soit leur expression. Ouais. Et autres, c'est pour ça que je dis que c'est un peu plus marginal, mais c'est pas forcément... Un projet sur 4, en fait, passe d'une thèse à de la maturation. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. Ouais. En tout cas, voilà, quand vous faites une thèse défense, il y a un avenir, enfin en termes de maturation potentiellement. Voilà. Et le autre, c'est une porte qu'on a ouverte en fait en se disant que globalement, il n'y a pas de raison, on peut maturer sans forcément être passé par la case thèse ou Astrid thématique. Donc c'est une porte qui est pour le moment très peu empruntée. C'est vrai aussi que ça fait que quelques années qu'on l'a ouverte là maintenant. 2 ans. 2 ans. Donc logiquement, forcément, c'est pas la porte la plus empruntée, hein, parce que ça biaise un petit peu les pourcentages. Exact. Forcément. Mais voilà, c'est aussi l'esprit de souplesse qu'on essaye d'apporter avec l'ANR en se disant, ok, soyons souples. Ce qui compte, c'est l'effet final recherché, l'état final recherché. Et donc, cet état final, pour nous, c'est réussir en fait à amener des choses concrètes vers des opérations d'armement ou vers des partenaires pour pouvoir continuer la poursuite. Et donc, qu'importe d'où ça vient. Et donc, il y a cette case autre, même si c'est 5%, elle existe. Voilà, donc, grosso modo, dès que vous avez participé à un projet de défense, au terrain qui convienne, etc., il y a toujours une possibilité, si nécessaire, parce que si vous êtes on s'est rattrapé quelque part. Exactement. Alors, pareil, le partenariat, cette fois-ci, c'est un peu différent qu'Astrid. Évidemment, on a quasiment moitié-moitié sur la participation des acteurs publics et privés au niveau des partenaires, mais plus de coordination constatée sur, encore une fois, des académiques. Le calendrier prévisionnel pour cette année, c'est 2 sessions comme chaque année, je dirais. Une en janvier qui va être ouverte en janvier et une vers mars-avril. Les résultats, c'est grosso modo, pour la première session, ça doit être mars. Et pour mars-avril, on est plutôt sur juillet. Modification notable à venir, néant, sauf règlement financier d'ANR, toujours à voir.
Et à l'heure actuelle, encore une fois, si les discussions avec le ministère des Armées avant l'ouverture de l'appel à projet mènent à des modifications, ça peut avoir lieu. Bon. Conseil suggestion, ce sont les mêmes qu'Astrid. Vérifiez bien, bien lire le document d'appel à projet, en particulier sur le niveau de TRL exigé, le consortium, la fenêtre d'éligibilité, tout simplement parce qu'on ne va pas maturer un projet qui a été mené il y a 10 ans, admettons. La maturation, ça se fait rapidement, sinon c'est perdu, entre guillemets, par ce guichet-là, en tout cas. Mais la maturation, ça se fait dans la foulée, je dirais. Et le niveau de TRL, en fait, de mémoire, c'est un niveau de TRL d'entrée. D'entrée, oui. On n'a pas d'exigence par rapport à la sortie. À la sortie, il faut atteindre, dans l'idéal, le 5. Mais si on arrive à 7, et ça s'est déjà vu, c'est très bien. Si on arrive à 5, c'est très bien. Si on arrive à 6, c'est très bien. Supérieur ou égal à 5. Voilà, 4, c'est un projet Astrid, je suis désolé, mais de toute façon, le document d'appel à projet ne présage pas obligatoirement le déroulement du projet, parce qu'il y a quand même le hasard de la recherche pour Astrid, et les aléas de la recherche et les aléas de la maturation. Il y a des projets qui échouent, ça arrive, il y en a peu par rapport à d'autres guichets en tout cas, mais en tout cas, c'est ce qui est visé, c'est le TRL 5 minimum. On a cet objectif de pragmatisme, mais on considère que quelque part, fermer une porte en se disant ça marche pas, c'est déjà aussi un enseignement. On a cette volonté, mais en même temps, on reste quand même relativement ouvert. On sait très bien que parmi les projets, il y en a quelques-uns qui n'arriveront pas en fait à l'objectif visé. Bien sûr. N'oublions pas que, là j'élargis complètement le champ, en dehors du ministère des Armées, quand un projet de recherche donne un résultat négatif, ce n'est pas un échec. L'échec, vous avez une obligation de moyens. Si vous me dites que la solution que vous proposez, vous y êtes parvenu, mais par contre que les coûts sont supérieurs à la solution concurrente qui est déjà opérée par l'industrie, c'est un résultat négatif. Ok, cette solution, elle est trop coûteuse. Ça, c'est un résultat qu'on a déjà eu. Mais le consortium avait été extrêmement pertinent, extrêmement... d'ailleurs, ça avait été un retour du ministère des Armées, extrêmement pertinent sur sa recherche, sur ses méthodes, etc. Puis c'est une photographie à un instant T. Exactement. Je vais ouvrir au-delà d'Astrid maturation. Je passe sur ce schéma. Vous avez bien vu qu'il y a plusieurs dispositifs et on va en discuter rapidement. Donc, l'instrument Mathilde, c'est donc, comme l'a dit Emmanuel, c'est la cousine d'Astrid maturation. Ça a été créé en 2023 pour appuyer l'accélération de l'innovation de défense. Donc, c'est un dispositif qui est déployé à façon sur une thématique ou un ensemble thématique d'intérêt défense. L'extension des zones conflictuelles en 2023 et de manière ponctuelle sur une édition ou plus si nécessaire. Ça a été le cas pour la stricte thématique énergie, où on a vu 2 éditions. Eh bien, Mathilde, ça répond exactement à la même logique, mais pour maturer des projets. Pour vous raconter l'histoire, en fait, on a commencé par un appel à manifestation d'intérêt. Exactement. On a eu 2 types de réponses et on s'est rendu compte que suivant les 2 milieux, pour un des milieux, il y avait des travaux de recherche à mener. Dans d'autres, il y avait des travaux de maturation à mener. On s'est dit, on ne va pas attendre, on ne va pas mettre le même outil en place. Donc, on a mis 2 outils distincts pour travailler et pouvoir continuer, en fait, y compris en maturation. Sinon, on avait des gens qui postulaient en nous disant, moi, j'ai quelque chose à maturer, mais je n'ai pas coché la case qui va bien, en fait, en Astrid ou en thèse. Voilà. Et donc, nous aussi, on a fait preuve de souplesse quelque part avec l'ANR, en se disant, on crée un outil. C'est ça. Et vraiment, on reste dans cette optique-là. Voilà, vous aurez, avec la défense, vous avez souvent le guichet qui vous convient. S'il n'y en a pas, ça se crée. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème avec des solutions. C'est porte sur une thématique, l'extension des zones conflictuelles 2023, projet de TRL médian comme Astrid maturation. Les consortia comportent au moins un organisme de recherche, donc le laboratoire français, et un industriel. D'autres outils ont été utilisés ou peuvent être utilisés. Les challenges, ça s'appelait dans le temps les défis, mais ça reste des challenges. Donc, c'est utilisé par le ministère des Armées à l'ANR, financement ou cofinancement, pour confronter des projets de recherche et ou de maturation à l'épreuve du terrain, via des épreuves compétitives. Le dernier en date, c'est Mobilex, en 2023, qui est actuellement mené. Le défi 3 aura lieu au mois d'octobre. Voilà, donc il y a déjà eu 3 ans. Il y a déjà eu 2 défis, et maintenant, le défi 3. Donc, ce sont des épreuves sur terrain. Au centre de la DGA technique terrestre à Bourges. Voilà. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir faire évoluer. Donc là, on travaille sur des robots qui ont été achetés par le ministère des Armées et mis à disposition des 7 équipes, de manière à pouvoir, en fait, essayer de progresser dans une navigation autonome en environnement déstructuré.
Et donc, la première année, on a travaillé avec des obstacles positifs. On avait quelques obstacles où on appréhendait la troisième dimension. Défi 2, j'ai dit défi 3, c'est le défi numéro 2. Le défi numéro 2, là, on va commencer à les embêter davantage puisqu'on va leur mettre des obstacles négatifs. Donc, il y a des trous, il va y avoir d'autres types d'obstacles, quelques bonnes surprises. Et puis, progressivement, on monte et on essaye de tendre vers quelque chose qui sera représentatif. Et l'idée, l'idée pour nous, c'est bien d'acquérir des connaissances de manière à pouvoir mieux spécifier ce qui pourrait, c'est un abus de langage, je pense que mon responsable du domaine scientifique robotique me tirerait l'oreille, mais essayer de tendre vers demain un pilote automatique pour engins terrestres avec certaines phases sur lesquelles on peut progresser de manière relativement autonome. Et vous imaginez bien, si je ramène un tout petit peu de défense en fait, dans ce monde de science, que si demain j'ai quelqu'un qui est blessé et que je dois pouvoir en fait m'exfiltrer, si mon véhicule peut de manière autonome revenir à un point que l'on sait à peu près secure, eh bien en fait c'est beaucoup plus intéressant pour nous que d'obliger de débarquer une personne blessée ou une personne qui est décédée et de pouvoir reprendre la main sur l'engin et ressortir. Juste pour vous donner un cas d'usage. Il y en a moult autres. Moi, je vais en rajouter 2. Il y a l'intermédiaire entre la défense et les civils, qui est tout ce qui est force d'intervention. Zone contaminée. Voilà, les pompiers, grosso modo, primo-intervenants, tout ça. Là, vous allez retrouver ce besoin. Et bien sûr, si on parle du côté totalement civil, mais absolument nécessaire, vous avez tout le volet agricole qui relève de cette problématique-là. Donc, quand on parle de dualité, vous en avez une extrêmement marquée dans Mobilex. Et là, dans les 7 équipes, on a d'ailleurs une équipe qui vient plutôt du milieu agricole et où ils sont super intéressants, en fait. Ils apportent des choses. C'est un vrai éclairage pour nous. Et c'est une vraie richesse de travailler avec ces différents partenaires qui sont, en fait, dans un écosystème qu'on ne fréquente pas tous les jours. Voilà. Mais globalement, on a des problématiques communes de terrains déstructurés, etc. Voilà. Gérer les ornières, gérer en fait la traficabilité des sols. Le ministère, j'enchaîne, le ministère des Armées, quasiment sans rapport, mais sans transition, le ministère des Armées a financé aussi des chaires industrielles, programme assez classique de l'ANR, vous avez pu voir ça dans le partenariat public-privé avec mes collègues, à certaines occasions. Bon, là, le ministère des Armées a décidé de cofinancer des chaires intelligence artificielle, dont l'intérêt pour le MINARM n'est absolument pas démontré. Et Emmanuel vous en a parlé dans le cadre de la création de Mathilde, mais on n'hésitera pas, si nécessaire, à faire des appels à manifestation d'intérêt. Alors, un appel à manifestation d'intérêt, ce n'est pas un financement de projet, mais ça permet de sonder les acteurs de la recherche, qu'ils soient publics ou privés, dans certaines thématiques, transverses ou non. Nous pouvons, nous, ANR, lancer des AMI pour le ministère des Armées. Il y a une faute d'orthographe, excusez-moi. Mais aussi dans d'autres domaines. Je sais que mes collègues des régions ont lancé des AMI aussi, pour ce qui les concerne. Donc, ces AMI appellent des réponses rapides. Ce sont des idées de projet, voilà, sur 2, 3, 4 pages max, pour appuyer la programmation de l'idée. Ça nous évite de faire un sans-suite, évidemment. Et ça nous permet aussi de se dire, globalement, ils estiment que pour pouvoir faire ce type de projet, ils ont besoin de temps. Et donc de ne pas être en dehors des clous aussi par rapport à nos outils. Donc, c'est une première phase, en fait, préparatoire à un appel à projet, mais qui nous permet de se dire, 1, est-ce qu'il y a déjà un public en face pour me répondre ? 2, de quoi ont-ils besoin pour pouvoir mener à bien les travaux de recherche ? Et grâce à ça, en fait, ensemble, on discute et on se dit, voilà, maintenant, il va falloir qu'on joue soit avec les outils existants, soit qu'on adapte un outil. Je vais illustrer. Donc, on a eu la création de Mathilde effectivement dans l'extension des zones conflictuelles. Donc, l'AMI a débouché sur ça, mais pas seulement. Quand on parle de l'AMI, on a eu la surprise positive, dans un sens aussi, de voir des réponses qui n'étaient absolument pas prévues. Une réponse sur le droit, par exemple le droit international, très intéressant. Ce n'était pas le cadre de l'EZC, mais par contre, je sais que MINARM a contacté les personnes pour cet aspect-là. Vous voyez, ce n'est pas anodin, c'est vraiment des outils qui sont extrêmement pertinents pour vous, en termes de réponse et potentiellement de financement derrière, il ne faut pas non plus l'oublier, et pour le ministère des Armées, en termes de connaissance du terrain, terrain recherche, terrain industriel, en plus de ce qu'ils connaissent déjà. Voilà. Alors, je parle de l'AID, tous les outils qui vous ont été présentés ont été financés soit par la DGA, puis par l'AID, mais un autre acteur du ministère des Armées a également financé une action au sein de l'ENR. J'en parle très très succinctement, puisque c'est mes collègues SHS du département SHS qui l'opèrent. Donc, c'est l'appel à projet pour le label Centre d'excellence de la DGRIS.
en 2024. Donc, ça a été fondé sur des critères d'intérêt pour le ministère des Armées, mais sur les relations internationales et stratégiques, excellence, innovation scientifique. Ce label vise à faire émerger et reconnaître des pôles d'excellence nationaux sur les questions de défense dans le domaine des SHS. Donc, 6 labels ont été décernés en 2024. Voilà. C'est un domaine qui n'est pas techno, mais qui intéresse le ministère des Armées dans la composante des caisses. C'est des partenaires pour nous, la DGRIS, en fait. On travaille très régulièrement avec eux. Vous avez vu dans les 15 domaines scientifiques, un domaine qui porte sur les sciences humaines et sociales. Donc forcément, il n'y a pas recouvrement, en fait, il y a complémentarité. Guillaume Chillet, en fait, qui est responsable du domaine scientifique, sciences humaines et sociales, essaye de faire des choses très appliquées, en fait, et beaucoup moins, il est beaucoup moins sur une vision qui serait prospective et stratégique, et toute la partie internationale, c'est des choses que nous, on ne couvre pas. Donc ça, c'est nos partenaires, en fait, de la DGRIS, c'est nos camarades de la DGRIS qui s'en préoccupent. Et par contre, voir dans quelle mesure, nous, on peut lutter contre la désinformation, essayer de travailler sur des guerres cognitives et des choses comme ça, et ben, c'est plutôt fait de notre côté, même si derrière, évidemment, on se tient au courant, et je pense que sur Résistance, par exemple, on fera appel à nos camarades de la DGRIS pour venir travailler avec nous. Parce que voilà, c'est un peu l'objectif. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc pour résumer rapidement ce point-là, contactez le ministère des Armées via l'AID. Je vous donnerai les contacts juste après. En tout cas, vous aurez une réponse et une orientation vers les acteurs, vers les connaissants, vers les sachants. Alors, on va entamer les questions-réponses, mais juste avant, je souhaitais vous illustrer ce qu'on a dit en 6 projets. Enfin, un peu plus parce qu'il y a des couples. Astrid thématique, c'est par exemple QPEG, un projet sur le calcul quantique dépassé par des algorithmes classiques compressés. Voilà, donc ça, c'est cet objectif, un excellent projet, évidemment, ils sont tous excellents. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas présentés ne le sont pas, ceci dit. Voilà, donc collaboration entre une entreprise et un laboratoire. Tips, alors on ne s'y attend pas, mais c'est un projet sur l'économie et sur l'économie, en particulier la propriété intellectuelle. Donc ça a été mené par un laboratoire avec des entreprises versées dans le domaine, dont un cabinet d'avocats. Quand on vous dit que c'est éclectique, ça l'est. Et c'est un excellent projet, d'ailleurs qui a débouché sur une solution vendue maintenant, pour faciliter l'innovation et les alliances sciences-industrie. Voilà, c'est très intéressant. Mariner DECM, c'est un Astrid et un ASMA derrière. C'est une représentation, bien sûr, d'un bâtiment, d'un navire, mais l'idée, c'est pas concevoir un navire, c'est lutter contre le risque d'incendie dans des lieux fermés. Voilà. Et voilà, aussi un excellent projet, bien évidemment. Gypsies Rescue, c'est soigner des leucémies, le syndrome d'irradiation aiguë. Voilà ce qu'a financé Astrid et Astrid Maturation. C'est un projet reconnu à très très haut niveau mondialement. Acidus, Leray avec des assassins de drones, c'est un projet beaucoup plus récent cette fois-ci. Et enfin, de facto, c'est rendre des optiques super hydrophobes. Autrement dit, se passer des essuie-glaces pour avoir des surfaces optiques propres. Voilà. Et dans les surfaces optiques propres, évidemment, vous avez les phares de véhicules, ce genre de choses. Voilà. Donc, le panel que je vous ai présenté, c'est très éclectique. C'est 8 projets en réalité parmi plus de 500 projets financés au sein des dispositifs. Je ne peux pas présenter un projet dans chaque dispositif, on en aurait 15. Et comme vous voyez, si on prend le dernier, par exemple, on parle de nanostructuration. Donc, évidemment, ça va être suivi par le domaine de nanotechnologie, mais ça reste quand même des procédés, donc de la chimie, et l'application, c'est l'optique. Donc, on va dire c'est de la photonique et des matériaux. Voilà. Donc, quand on vous dit qu'il n'y a pas de silo, il n'y en a pas. Quand on regarde un Astrid. On vous disait qu'il y a 500 projets, donc on sait d'expérience que dans le tissu académique, il y a plein de bonnes idées, qu'on peut faire des jolies choses ensemble. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, qu'on essaie de faire ce webinaire-là et qu'on essaie, en fait, de vous proposer un certain nombre de discussions éventuellement préalables, en fait, aux appels à projets pour pouvoir, en fait, monter des projets. Et quand on voit tout ça derrière, on se dit, mais il y a énormément de matière. Et vous remarquerez que ces projets sont très duaux.
puisque si on prend le projet santé plus haut, là, soigner les leucémies et le syndrome d'irradiation aiguë, le syndrome d'irradiation aiguë, c'est les bombes sales, on va dire, classiquement. Par contre, soigner les leucémies, ça ne l'est pas. Et dans les deux cas, c'est deux versants d'une même pièce et ce projet répond extrêmement bien, cette suite de projet répond extrêmement bien à un besoin du ministère des Armées, mais aussi à un besoin du civil pour soigner ces cancers-là. Ça parle de... Voilà. Les contacts. Alors, au sein de l'Agence nationale de la recherche, moi-même, Florence Lazec et Étienne Sabartès, vous pouvez nous contacter au mail prénom.nom@anr.fr ou @agencerecherche.fr. Plus d'informations sur l'ANR sur le site de l'ANR. Vous avez une lettre d'information mensuelle auquel vous pouvez vous abonner et un portail national commun des appels à projets. Ça, c'est pour voir ce qui sort au fur et à mesure. Et évidemment, quand on parle d'un portail commun des appels à projets, là, vous verrez les appels à projets opérés pour le compte du ministère des Armées. Du côté de l'Agence de l'innovation de défense, les mails seront après, mais voici les 15 responsables de domaine d'innovation. Donc Franck Hervy pour Fluides et Structures, Emmanuel Garnier est ici présent pour AMI Système, Anne Buchon pour l'environnement et géosciences, ça s'appelle plus comme ça. C'est Génie maritime. Génie maritime et géosciences, excuse-moi. Bon, c'est des changements de nom, mais c'est pas très grave, l'esprit est toujours le même. Ingénierie d'information numérique, Christophe Guillemard. Intelligence artificielle, Loïc Kudenek. Cybersécurité, Chantal Caudron de Cocomont. Matériaux énergétiques, c'est Peggy Lamy. Énergie, Linda Oucassine. Onde acoustique, radioélectrique, Philippe Pouliguen. Photonique et quantique, Sylvie Palotier-Riera. Nanotechnologie, capteur composant, Rachid Jaoui. Matériaux, Marie-Christine Sainte-Catherine. Biologie, santé, NRBC, Didier Eder. Robotique et drone, Jean-Daniel Masson. Et sciences humaines et sociales, Guillaume Chilet. Et nos adresses, c'est exactement pareil, c'est prénom.nom. Quand c'est des noms composés, on met un petit tiret entre chacune des composantes du nom. Et puis globalement, sauf si c'est un nom hyper courant et qu'il n'y a pas d'homonyme, il n'y a pas de piège. Des fois, il y a un petit 1 ou un petit 2 qui apparaît. Voilà, je projetterai, ça sera dans la vidéo, il y aura les adresses mail pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Alors, au sein de l'Agence d'innovation de défense, vous pourrez contacter mon collègue Lawari Fati, donc lawari.fati@intradef.gouv.fr. Pour toute autre idée de projet, et c'est là qu'on parle du guichet unique, rendez-vous sur la page du ministère de la Défense. Je vous laisse la lire et vous le verrez bien sûr sur la vidéo qui sera mise sur le YouTube de l'ANR. Et en bas, vous avez tous les petits contacts sur le site, les Twitter, LinkedIn des deux agences. Lawari, en fait, c'est mon correspondant au sein de l'agence. C'est lui qui fait le lien en fait avec l'ANR. Il gère toute la partie administrative, financière, etc. Après, pour vous, le point de contact, c'est l'équipe Emmanuel, Florence, Étienne. Ouais. Voilà, c'est le guichet unique. C'est le point d'entrée. Si vous ne savez pas où déposer et que vous avez une piste et que vous dites c'est pas un Astrid, mais ça peut peut-être quand même intéresser la défense, il y a le guichet. Voilà. Et puis nous, on est en backup derrière parce que pour les aspects scientifiques, pour discuter un peu plus du fond des projets et vous conseiller sur cette partie-là. Voilà. L'idée, c'est d'essayer de faire simple et de manière à ce que vous n'ayez pas. Voilà, il y a une équipe interlocuteur pour tout ce qui est Astrid et Astrid Maturation, Mathilde, etc. Elle est là, elle est à l'ANR. Lawari, lui, il me fait le lien en fait avec l'équipe ANR. Et puis nous, on est vraiment en second rideau pour les questions plus de fond et les aspects scientifiques parce qu'on ne peut pas être partout, quoi. Et comme il vous disait, Emmanuel, il y a 500 projets Astrid, mais il y a, dans tous les autres dispositifs, c'est des centaines et des centaines de projets. Donc, en fait, à vouloir être partout, on serait nulle part. Donc, il vaut mieux en fait qu'il n'y ait que quelques interlocuteurs, l'ANR d'une part, le guichet unique de l'autre. Alors, ça, c'était juste les comparaisons entre les... Voilà, grosso modo, tous les comités que couvre Astrid. Hein, vous allez voir, je ne vais pas le mettre longtemps, c'est très petit, mais si vous avez des problèmes, on pourra en reparler. Et je laisse cette diapositive-là, puisqu'on va prendre les questions maintenant, où vous pouvez voir les contacts qu'a évoqué Emmanuel. Donc, au lieu d'avoir seulement les noms, vous avez aussi les adresses mail en dessous des noms. Ouais. Voilà. Et s'il y a des questions précises et pointues en fait, dans chacun de ces domaines, je vous prie de m'excuser. Ce n'est pas forcément moi qui aurai les éléments de réponse, ce sera sûrement un de mes collègues. Et en fait, je peux tout à fait prendre la question et leur pousser pour qu'ils vous trouvent les réponses. Mais j'ai toute confiance aussi parce que je pense que mes camarades, ils opèrent en fait le dispositif depuis tellement longtemps qu'ils savent répondre déjà à beaucoup de questions. Alors, il y a certaines questions, en particulier sur la clause de silence. Alors, la clause de silence, c'est une clause qui vise
à assurer la déontologie, l'équité du traitement pendant une sélection. C'est-à-dire que avant le dépôt d'un projet, quand vous déposez un projet, il est terminé, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas déposer un projet avant que l'appel à projet soit ouvert. Donc, à partir du moment où un appel à projet est ouvert, vous ne pouvez plus contacter le ministère des Armées parce que ils ne le font pas, hein, mais Parce qu'on fait partie du jury. voilà, tout simplement. C'est tout. Donc, à partir du moment où vous contactez le ministère des Armées pour une question sur un appel à projet ouvert, vous êtes rendu inéligible parce qu'on peut supposer, dans le cadre ça serait la même chose d'ailleurs au passage pour un autre comité quelconque. Il y aurait distorsion de concurrence. Distorsion de concurrence, voilà. Donc ça là-dessus, nous on peut répondre, équipe Astrid, on peut répondre à des questions administratives, etc. Pour être plus complet encore, on ne vous répondra pas sur l'orientation de votre projet. Ça c'est pas, nous on peut vous dire. C'est un Astrid, vous déposez un Astrid, très bien. Si vous nous dites que vous allez faire du tricot, ou je ne sais pas, il y a peu de chances que ça intéresse le ministère des Armées sous cette forme-là en tout cas. Mais on vous répondra sur l'administratif. Sur le fond scientifique, ce n'est pas nous qui répondons, ce sont des jurys qui vont évaluer votre projet. Donc, le fonds scientifique sera évalué par vos pairs. Le fonds d'orientation et technologique d'intérêt défense sera évalué par le ministère de la Défense. Voilà, nous, là-dessus, on n'échangera pas. Par contre, si en amont, vous prenez, mettons 6 mois avant, 1 an avant, vous avez une question sur l'intérêt potentiel de votre projet, et là, vous êtes libre de le faire, évidemment. Enfin, on n'est pas, comment dire, c'est le but du ministère des Armées. C'est toujours le point critique entre les deux, mais en tout cas, la clause de silence est là pour, comment dire, pour protéger l'équité de traitement de l'appel à projet. Et on est extrêmement rigoureux là-dessus. Si vous tricotez de la cotte de maille et que globalement ça peut avoir un intérêt défense et qu'on est bien en amont de la phase d'appel à projet, on peut tout à fait, en fait, et ma responsable matériaux, par exemple, Marie-Christine Sainte-Catherine, ou d'autres parmi peuvent dire oui, moi je vois en fait des cas d'usage et où ça peut avoir un intérêt, etc. Ou vous dire non, je suis désolé, mais c'est quelque chose auquel on a ou soit renoncé ou sur lequel on n'a pas l'intention de faire effort. Voilà. Et ça vous évite de perdre du temps. Ce qui permet de compléter une question auquel ma collègue a répondu. Si vous voulez contacter le référent AID pour l'appel résistance, libre à vous. Mais dans ce cas-là, vous ne déposez pas de projet de résistance parce que vous serez inéligible. Ouais. Voilà. Il ne faut pas lui parler dans ce moment, Guillaume. C'est trop tard. Je vois Bon, Florence a répondu à pas mal. Ma collègue Florence Lazec a répondu à pas mal de questions. Alors, en général, effectivement, je reviens un peu sur la fenêtre d'éligibilité sur les projets de maturation. Il y a déjà une réponse, mais j'insiste. En général, c'est 3 ans entre la fin du projet, 3 ans max, entre la fin du projet et l'ouverture d'un appel à projet Astrid Maturation. Donc, vous avez cette fenêtre-là. Ce qu'on constate, c'est que 3 ans, c'est rarement atteint. C'est-à-dire qu'en général, les gens font ça plus vite. Pourquoi ? Parce qu'un projet lauréat de défense a un suivi de défense. Quand on vous dit que l'acteur de la défense, le suiveur de défense, n'est pas un acteur neutre, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il a une vocation de conseil, d'aide à la suite. Alors, si c'est au sein d'Astrid Maturation, c'est très bien. Si c'est au sein d'un autre dispositif interne au ministère des Armées ou pas, c'est très bien aussi. Mais la technologie peut intéresser la défense, et même si la technologie n'intéresse pas la défense en fonction des évolutions de la recherche, ça peut être le cas, il vous le dira aussi. Voilà, ça c'est assez classique. Après, si vous êtes dans le cadre de l'inéligibilité parce que vous avez dépassé les 3 ans, mais que vous êtes persuadé que c'est une bonne idée et qu'il y a un industriel qui a envie de venir avec vous, etc., contactez le guichet unique. C'est pas parce que ça passe pas par ASMA que ça peut pas passer par ailleurs, quoi. Faut qu'on regarde. Après, ça peut faire l'objet d'une. Si la société elle est éligible rapide, ça peut donner un rapide, ça peut donner un marché d'accélération de l'innovation. Voilà. Nous, on vous donne les règles du jeu pour Astrid Maturation, Mathilde. Maintenant, si l'idée est bonne, on est prêt à l'accueillir. Aucun problème. Voilà. Alors, après, il y a d'autres questions dans ce sens-là. Pour quelqu'un qui pose la question de terminer un rapide et d'enchaîner sur un ASMA en 2026, s'il termine en septembre, oui, c'est possible. Attention, n'oubliez pas que c'est pas les mêmes niveaux de TRL. C'est pas les mêmes niveaux de TRL. Théoriquement, là, vous redescendez en TRL.
bon, à voir avec Mais votre des correspondant. fois, il peut y avoir dans un rapide une partie sur lesquelles on a besoin encore de maturer et qui n'est pas prête, alors qu'une autre partie, elle, va faire l'objet en fait de poursuite de la maturation pour aller vers un marché. Et on peut tout à fait se dire, oui, bah, ce segment-là nécessite encore des travaux et ça pourrait faire l'objet d'un stream de maturation. Donc on peut être ouvert, pareil, prêt à discuter. Alors, est-ce qu'il y a un contact pour le label d'excellence d'Egris? Alors, il n'y a plus d'appel à projet d'excellence d'Egris. Je vous engage à contacter mon collègue Tristan Lescure de l'ANR qui pourra vous faire une réponse, j'imagine, là-dessus. Tristan.lescure. Tristan.lescure. L'ANR, on n'innove pas sur les adresses email. L-E-S-C-U-R. C-U-R-E. Ouais. Mais il est indiqué sur la page de l'appel à projet label d'excellence que vous pouvez retrouver sur Internet, évidemment. Alors, une question qui est un peu, je dirais, j'ai pas de réponse à apporter, mais toi peut-être, Emmanuel. Pour tout ce qui concerne l'innovation en logistique et en production militaire, n'existe-t-il pas une discipline spécifique ou serait-il d'une autre discipline? Grosso modo, si quelqu'un a une question là-dessus, mieux vaut passer par le guichet unique peut-être. Vaut peut-être mieux, si ça dépend, si c'est de la recherche et que ça peut se raccrocher en fait à un domaine, je sais pas exactement ce qui se cache derrière en fait. Si ça peut se raccrocher à un de ces 15 domaines-là, parce que je sais pas, c'est quelque chose qui traite de l'interaction homme-machine, éventuellement de l'intelligence artificielle ou de l'IT quelconque, ou je sais pas, ou de la robotique pour gérer en fait. On peut tout à fait l'aborder sous cet angle-là. Et le cas d'usage, quelque part, c'est la maintenance et autres. Sinon, ça peut être par le guichet. Et je sais, par exemple, qu'à l'agence d'innovation, mon camarade Alain Christian, il est tout particulièrement intéressé par ces sujets-là. Et on a un manager de portefeuille d'innovation autour de tout ce qui est opération de maintenance, MCO, etc. Alors, existe-t-il un portail pour suivre les appels thématiques des différents dispositifs Astrid, etc. Alors, puisqu'on évoque... alors, non, pas globalement, puisque le portail de l'ANR, à l'heure actuelle, ne liste pas les appels opérés par le ministère des Armées. Ça liste différents partenaires, mais pas ceux opérés par le MINARM. Par contre, ceux opérés par l'ANR, ils seront. C'est-à-dire que sur ce portail-là, vous verrez les astrides maturation, éventuellement les thématiques qu'il y en a, éventuellement les matides, éventuellement les challenges, etc. Rapide et autres dispositifs du MINARM ne seront pas visibles là-dessus. Je vous rappelle par contre que rapide, c'est du permanent, Oui. c'est de l'appel permanent, donc il n'y a pas d'appel rapide ouvert puisqu'il est tout le temps ouvert en fait. Ouais. Voilà, donc, les rapides, les PAI, donc dès qu'on est en accélération d'innovation, par définition, ce que je vous disais, on a un comité tous les 15 jours pour la labellisation et on a un comité mensuel pour rapide. Donc là, c'est du flux continu. Vous pouvez toujours venir en fait déposer vos propositions et elles sont analysées le plus vite possible pour essayer en fait de voir si on peut faire quelque chose ensemble. Voilà. Mais on ne dit pas forcément ce que nous faisons. Il n'y a pas de site où on dit tout ce qu'on fait. Oui. Je pense que vous comprenez pourquoi. Voilà. Alors, il y a eu une question un peu plus haut. Excusez-moi, je fais un peu de remontée. Alors, sur les frais de gestion. Ah oui. Alors, les frais de gestion, je vais essayer de faire très très simple. Les frais de gestion, en fait, de manière globale, font partie de ce qu'on appelle le préciput à l'ANR, d'accord ? Donc, le préciput, il est divisé en deux parties. Une partie qui va être, donc, qui est étiquetée frais de gestion pour les organismes publics français, et une partie qui n'est pas frais de gestion, mais qui est payée hors projet. Or, à l'heure actuelle, il est considéré que ce préciput ne relève pas de l'abondement du ministère des Armées. Grosso modo, on va dire pour 100 000 euros, vous avez on va prendre un chiffre rond, 100 000 euros à l'ANR, vous avez, selon le règlement financier, vous avez tant de frais de gestion possibles. Et en plus, vous toucherez tant de compléments de préciput, enfin, un an après, à partir d'un an après. Dans le cas des astrées, etc., ce n'est pas le cas. Par contre, vous toucherez à plein les 100 000 euros. Ce que je veux dire, ce qui n'est pas
induit en frais de gestion est directement disponible pour la recherche. C'est une grosse différence. La réponse est simple. La loi de programmation pour la recherche a prévu ces frais de gestion. Elle a été dimensionnée pour ça. Ouais. La loi de programmation militaire, c'est pas le cas. Donc nous, en fait, quand on met 1 pour de la science, on voudrait avoir 1 pour de la science. Voilà. Et malheureusement, on ne peut pas vous accompagner sur votre gestion au niveau de l'établissement, etc. C'est pas dans nos missions. C'est un autre ministère, pas le nôtre. Voilà. Alors, est-ce qu'un institut d'enseignement supérieur qui se lance dans la recherche scientifique est éligible pour proposer un sujet? Alors, je vois pas trop. En fait, comment dire? C'est un UT dont vous parlez? Enfin, si vous pouvez me répondre dans le chat. Mais en tout cas, de manière globale, si un établissement quelconque remplit les conditions d'éligibilité prévues par le règlement financier de l'ANR et les conditions d'éligibilité prévues par l'appel à projet s'il y a des conditions restrictives, il est tout à fait fondé, même s'il se lance, à déposer un projet. Ça ne veut pas dire qu'il sera sélectionné, évidemment, parce qu'il n'y a aucun engagement, même pour des gens, pour un laboratoire qui serait plus que confirmé. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais en tout cas, il est tout à fait fondé. Alors, je vais le transcrire sur autre chose. Une start-up est tout à fait éligible à participer à un consortium déposé dans le cadre d'un projet Astrid ou Astrid Maturation. Techniquement, il y en a déjà eu, et déjà eu des financés. Voilà, point. Donc là-dessus, soyez rassurés, on a le même raisonnement sur un établissement qui commencerait, par exemple. Alors, pourquoi pas un nouveau laboratoire? Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais en tout cas, du côté du ministère des Armées, en général, la difficulté, c'est souvent qu'on demande une liasse fiscale. Donc, ça veut dire qu'il faut au moins avoir 1 an d'existence. Quelqu'un qui nous dit « je suis une société unipersonnelle, j'ai créé mon entreprise hier et j'aimerais avoir 3 millions d'euros d'aide », ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, je pense que vous comprenez bien pourquoi. On ne peut pas faire des paris de cet ordre-là. Par contre, dire je suis une petite entreprise, j'ai été créé, maintenant ça fait 2 ans que j'existe, j'ai une liasse fiscale, je commence à avoir un chiffre d'affaires, etc. On se dit bon, bah écoute, on peut peut-être parier sur un jeune pousse et puis essayer d'accompagner. Par contre, il va falloir un petit peu de fonds propres et on ne va pas prendre un risque majeur. Encore une fois, je vais me faire tirer l'oreille par mes collègues, mais globalement, moi, je me suis fait une règle un peu simple. En tout cas, pour ce qui est accélération de l'innovation, pour 1 euro que nous, on va apporter, il faut que la société ait aussi 1 euro de son côté. Ça ne marche pas, il y a des règles beaucoup plus précises que ça, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avoir un peu les reins un tout petit peu solides pour pouvoir proposer quelque chose, voilà, pour faire simple. Alors, pour l'Institut privé d'enseignement supérieur, contactez-nous parce que je ne peux pas vous apporter une réponse définitive là maintenant. Je vais consulter des collègues qui sont, enfin, les juristes et les personnes en charge. Ça sera un peu plus éclairant au lieu de vous induire en erreur. Et pareil chez nous, en fait, si vous postulez par le guichet unique, commencez par discuter de votre éligibilité, ça vous évitera de perdre du temps. Mes collègues sont rompus à l'exercice, savent tout de suite, en général, 2-3 pièces qui circulent par mail et ils regardent, ils mettent un coup d'œil, ils disent non, c'est pas possible, ou oui, ça peut se faire. Ouais. Alors, la question suivante, est-ce que l'agence possède un panel, enfin j'imagine que c'est nous, ANR, est-ce que l'agence possède un panel de contacts industriels auquel on peut soumettre une proposition de consortium? Si c'est l'ANR, la réponse est non, puisque nous n'avons pas vocation, nous, à susciter des consortiums en tant que tels. Voilà, nos appels à projets, vous pouvez y répondre. Voilà. Vous pouvez évidemment regarder les résultats qui apparaissent sur le site de l'ANR, mais nous n'avons pas de liste. Grosso modo, nous n'avons pas... comment on pourrait trouver ça ? On n'a pas le mythique de la recherche. Si vous voulez, ça n'existe pas chez nous. Je sais par contre que nos collègues de l'Agence d'innovation de défense font des... Alors nous, on a des cartographies industrielles, évidemment. Voilà. Maintenant, si vous téléphonez en fait à l'un de ces contacts avant, il peut potentiellement vous conseiller, mais il y aura une part de subjectivité, quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, c'est le Compass en fait, qu'il vous faut. C'est l'enregistrement de toutes les sociétés de France et de Navarre. Ouais. Et si on veut avoir une certaine forme d'exhaustivité, et en fait, nous, on connaît ceux avec qui on a déjà travaillé, éventuellement ceux qu'on a vus, etc. Mais de là à dire qu'on a une vision complètement exhaustive, c'est notre mission justement d'explorer pour essayer de trouver de nouveaux partenaires. Donc
on ne pourrait vous aiguiller que vers ceux avec qui on a déjà eu une expérience. Et si possible, une bonne expérience. Je vais compléter, bien sûr, quand on regarde Astrid, enfin les dispositifs de financement qu'on a, on va voir revenir des gens, des entités, ce qui est assez normal. Par contre, on a aussi beaucoup de nouvelles entités à chaque édition. Donc, il n'y a pas d'a priori, sur qui vient. Il y a juste un résultat sur est-ce que le projet est en adéquation avec l'excellence scientifique d'une part et les besoins des armées d'autre part. Donc, voilà, on ne fait pas ce choix, ce conseil a priori, et on n'est pas fermé à ce qu'il y ait des nouveaux acteurs qui arrivent. Au contraire. Alors, sur un secteur donné, en général, il y a un écosystème, il est à peu près connu. Enfin, voilà. Et je pense que si vous êtes acteur de ce système-là et que vous allez contribuer en fait, à faire des travaux de recherche, vous risquez de les connaître aussi bien que nous. En fait, les acteurs qui interviennent déjà sur le sujet, on peut essayer de voir ensemble, en discutant, si on a à peu près la même vision des choses. Voilà. Maintenant, ce qu'on vous disait tout à l'heure, il y a des centaines de projets qui sont déposés, et si à chaque consortium, il fallait discuter en fait de la géométrie des partenaires, etc., on risquerait d'y passer énormément de temps. Mais l'agence compte une cellule de captation-détection et qui fait une cartographie des acteurs, si possible des acteurs nouveaux et qui sont plus surprenants, parce que ceux auxquels tout le monde pense, en fait, on se dit, bon, bah, ça, c'est pas forcément nécessaire et c'est pas là-dessus qu'on nous attend. Voilà. Donc, on ne peut pas répondre mieux à votre question. La porte n'est pas fermée, mais à un moment donné, je pense que vous avez sans doute des éléments de réponse aussi de votre côté, quoi. Après, à voir quelle est la question exacte et qui se cache derrière, qui était peut-être en filigrane et que j'ai pas su décoder. Non, c'était ça, je te l'ai lu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans le chat. Encore une fois, les contacts sont affichés. J'insiste lourdement parce que c'est toujours là-dessus que ça pêche. En réalité, quand les gens déposent un projet, c'est les conditions d'éligibilité. C'est un peu dommage de venir déposer un projet qui peut être absolument formidable, mais on voit par exemple qu'il est porté que par une entreprise. Tout de suite, c'est fini. Et même s'il y a des protestations derrière, de manière légitime, je dirais dans un sens, on ne pourra pas rattraper dans nos processus ce projet-là. Voilà. En tout cas, du côté de l'ANR, du côté du ministère des Armées, un projet porté par une entreprise, c'est plutôt rapide. Enfin, on sait faire, en fait. On sait faire. On peut trouver. Mais nous, on n'a pas. Maintenant, je ne sais pas combien de personnes sont connectées et quel est le profil, mais en fait, globalement, si vous êtes industriel et que vous écoutez ce webinaire, faites-vous des amis parmi les académiques et trouvez des partenaires, parce que globalement, ça sera la condition d'éligibilité. Mais il ne faut pas que ce soit un montage non plus complètement bancal où vous avez un prête-nom. Et ça se verra tout de suite. Oui, ça passe pas. Ça passe pas non plus, quoi. Donc, il faut qu'il y ait de vrais équilibres. Et il faut que chacun des acteurs, en fait, au sein du consortium, ait un rôle bien défini, qu'il y ait une répartition des tâches. Ça se voit dans l'organigramme des tâches, ça se voit en fait dans le Gantt, etc. Donc, un projet qui arriverait que de l'industrie, sur lequel on rattacherait de manière artificielle en fait un laboratoire pour pouvoir entrer dans les critères d'éligibilité, c'est un peu ça peut se voir assez rapidement quand même, quoi. Donc voilà, et faites des montages utiles, faites des montages où globalement, et si c'est pas la bonne porte, c'est pas la bonne porte, il y en a sans doute d'autres à côté, quoi. Et inversement pour Astrid Maturation, par exemple, ça c'est déjà vu aussi. Mais voilà, c'est ce que disaient nos collègues sur les partenariats publics-privés. N'oubliez pas qu'il existe tout un tas d'actions au sein de l'ANR pour favoriser ces partenariats, mais elles sont toujours basées, et c'est aussi la vision du ministère des Armées pour avoir assez discuté avec vous, c'est toujours basé sur quelque chose d'essentiel, à savoir que quand on tisse un partenariat, c'est un partenariat. Et ça sert peut-être sur 3 ans, sur la durée d'un projet, mais l'idée, c'est toujours d'avoir le partenariat long cours. Pourquoi ? Parce que la recherche nourrit l'industrie, et l'industrie nourrit la recherche en termes de questions aussi. Voilà, c'est toujours cette espèce de cercle vertueux. Et si on veut maturer, il faut lever des verrous technologiques. Et en général, ce sont les chercheurs qui peuvent le faire, etc. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Et donc, renforcer, densifier les échanges entre le tissu de la recherche et le tissu industriel, c'est ce que je disais, c'est favoriser cet échange socio-économique. Eh bien, c'est quand même un des objectifs pas cachés du tout, de tout un tas d'appels à projets de l'ANR, et pas que de l'ANR, et en particulier d'Astrid et Astrid Maturation, parce que nous avons besoin des chercheurs et des industriels pour mener à bien
les missions du ministère des Armées en l'occurrence. Voilà. Tout à fait. Je ne vois plus de questions, si je ne me trompe pas, donc on va peut-être arrêter là. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention. On assure le service après-vente. Si jamais il y avait des questions en fait qui arrivaient par la suite, et je crois qu'il y aura une fonction replay en fait. Oui. Donc comme il y a une fonction replay, du coup les questions n'auront peut-être pas pu être posées là en live, et du coup vous avez les adresses mail de tout le monde. Donc essayez d'éviter en fait autant que faire se peut les responsables de domaines scientifiques. Alors, domaine d'innovation, chez nous, ça veut dire autre chose. Donc, c'est des domaines scientifiques, mais globalement, essayez d'éviter en fait ces personnes-là. Passez plutôt par l'ANR ou éventuellement la WARI, mais l'ANR, en fait, c'est répondre à énormément de choses. Et puis, si c'est des questions de défense, en fait, je veux bien être le point de contact dans un premier temps pour essayer d'épargner mes collègues. Donc, si par contre c'est hyper pointu, que c'est une question vraiment sur les matériaux énergétiques ou etc., je ne suis pas chimiste. Hein, donc, clairement, à un moment donné, je ferai appel à Peggy. Oui. Bon. Bien, en tout cas, merci à tous, merci à toutes d'avoir assisté à ce webinaire des armées. On se dit à l'année prochaine, normalement. Je remercie Florence Lazec et Étienne Sabartès pour avoir traité les questions en coulisses et Vincent Poisson pour son aide à la technique. Merci à tous et à bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Au revoir. Terminé.